au podcast en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. TJ Holiday. Ouais, ça, Là, je voulais me tromper pour me reprendre parce que je vais te montrer que je suis capable de me corriger comme je suis bon dans la dictée PGL. J'ai déjà été bon, moi, là-dedans, la dictée PGL, au primaire. qu'on était intelligent, ouais. Tout le monde est intelligent au primaire, non? Ça dépend. Ah oui? Ben là, ça doit, je sais pas. Moi, je connais pas tout le monde personnellement dans la vie, là. Mr. McMahon. C'est ça, c'était notre intro. Évidemment, on enregistre ça tard. Si vous êtes fan de hockey, vous êtes excité pour le Canadien, vous avez gagné votre Coupe Stanley avec un échange d'un défenseur qui a eu une bonne saison dans la ligue. Ouais, Let's go! calme tes nerfs, à ces équipes qui font des trades, là. Parce que ton équipe en fait pas qu'il faut que tu places le monde, là. 9 millions pour une bonne saison. J'aurais dû continuer à jouer au hockey. Je sais pas si c'est dans quelle ligue que t'es, là, mais dans la ligue NHL, là, les salaires vont monter de même à vue d'œil. Fait que, un défenseur de 25 ans à 9,5 millions, je pense que c'est quand même pas si pire. Puis un de 38. Ben, il n'y a pas 38 à ce que je cherche. Non, je parlais de moi. Ah, toi, t'es pas défenseur dans la ligue, là. Bon, je pourrais être défenseur du corridor du concierge, par exemple. Ça vaut quelque chose. Hein? C'est sûr, il y a bien des mobs à protéger là-dedans. Exact. Mais on n'est pas là pour parler de MOP, on n'est pas là pour parler de hockey, on n'est pas là pour parler de la dictée PGL, mais on est là pour parler de notre biographie du mois de juin et de notre dernier podcast du mois de juin parce que on rentre directement dans juillet. Ce qui dit juillet dit augmentation des loyers, dit fête du Canada, dit vive le patrimoine. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Oui, parce que toi, les mots dans la bouche sont so-so. Ouais, toi, moi, c'est dans la bouche, toi, c'est dans la tête. Fait que c'est pas si pire. On se Toi, bien. Toi, tu dois être le genre de petit fucker qui aime ça écouter la All Elite Wrestling dans des matchs de lutte qui se peuvent pas. C'est ça que tu dois être ce genre-là, toi. Je vois pas que je comprends pas le lien entre les deux. Tu sais, des affaires là que. L'affaire qui font 4 flips sur la tête puis ça se peut pas. Ah, je viens de comprendre ton ses cuisses, là, puis. Je viens de comprendre ton là. petit manège, là, parce que c'est pas très bon ton jeu de personnage, mais que j'ai compris, tu fais Jim Cornette. Non, c'est pas Jim Cornette. Ouais, me semble, ouais. Je prends de. Je peux dire que je suis Jim Cornette. Je peux dire que je suis Jim Cornette, mais ça me dédouane de beaucoup de choses après ça. Ouais, mais on va savoir que c'est tout pareil. C'est quand même marqué Marco en dessous. C'est pas marqué Jim Cornette. Marco Cornette. Mais avant, par contre, de parler de ce que j'ai fait dans ma carrière, on va parler des podcasts qui sont disponibles depuis la semaine passée. Il y en a 2 la semaine passée. Évidemment, il y a le Women's Evolution, le premier pay-per-view de la WWE All Women, qui avait lieu en 2019, c'est ça? 2019, exact. Donc, très, très bon pay-per-view, pareil. Ouais. Je pensais que c'était moins bon que ça quand je l'ai écouté, mais allez voir notre review puis notre appréciation. C'est solide et celui de cette année qui s'en vient, évidemment, dans les prochaines semaines, devrait élever la barre encore un peu plus haute pour les années qui vont suivre. Et évidemment, il y a aussi l'entrevue avec PCO, Pierre-Carl Ouellette, qui vient nous parler, qui vient parler à TJ, de Maple Leaf Wrestling Résurrection le 5 juillet prochain au Colisée de Laval. Et mon cher TJ, je vous annonce que je vais avoir une paire de billets à faire tirer la semaine prochaine. Cette semaine, là, si vous regardez nos réseaux sociaux cette semaine, et là, ça va être très simple. La façon de se procurer ces billets-là, quand on va annoncer le concours, la façon de gagner, on va se rencontrer devant le Colisée de Laval et on va vous remettre la paire de billets en avant. Vous allez pouvoir rentrer dans le Colisée. Pas compliqué. Fais ça. Puis, est-ce qu'on dit le mois de juillet, tout ça, on attend à la fin pour ça? C'est comme tu veux. Je te laisse décider. C'est la seule affaire que tu peux décider à soir, c'est ça. On va attendre à la fin. OK, parfait. De quoi, l'affaire que je peux décider, je comprends pas. Tu as le droit de décider qu'est-ce que tu bois et qu'est-ce que tu manges aussi, ça. Une démocratie, quand même, là. Aïe, aïe. Une démocratie! Ouais, devant la tête, J'ai dit un gros mot. J'ai dit un gros mot.
Soit ça ou bien c'est une de tes commotions en regardant ton show de marde le mercredi soir. Ouais, c'est ça. Au moins, j'ai le cerveau à fucker, au moins. Pas gentil, ça. Tu sais que j'ai des problèmes de cerveau. C'est vrai. C'est drôle. C'est parce que c'est toi. Motherfucker! Toi, t'es comme Vince Rousseau, dans le fond. Tu connais pas Bro, ta lutte, don't tu get dis started with n'importe me, quoi. bro. Jim Tu, Cornette, you. tu dis, tu dis n'importe quoi, t'étais même pas là. Tu inventes des histoires pour te rendre intéressant. Tu connais pas ça. Yeah, bro. No, that's not what happened, bro. I was with Vince McMahon, bro, and he told me. On pourrait faire le podcast, toi tu fais Jim Cornette, puis moi je parle en Vince Russo, ce serait Ça, malade. ça, ça peut être le fun 5 minutes, là, mais. Ouais, je suis pas sûr. Surtout Cornette. Ben, Cornette, j'avoue qu'il c'est Mais long à cette starter semaine, des fois. c'est drôle cette semaine, parce que j'écoutais, il a sorti une vidéo, ben, son podcast, évidemment, il y a 2 podcasts là, toutes les semaines, mais regarde, Ouais, tant qu'à dire qu'il y a 2 podcasts par semaine, on va faire ça, tant qu'à faire. ouais, et voilà. Voilà. Fait que j'écoutais ça, puis c'est une note qu'il avait faite en 97 quand il était à WWF. Puis Mhm. il avait évalué du monde qui était sur le roster Bubble, là, genre ceux qui n'étaient pas sûrs s'ils garderaient ou pas. Puis il expliquait ça, c'était malade. Il parlait de Tiger Ali Singh, il parlait des Outlaws, il parlait de Doug Furnace, Phil Lafont, il parlait de. Qui d'autre il parlait aussi? Flash Funk, c'était malade. Ouais, il a pas pogné la crème. À part les Outlaws, il a pas pogné la crème de la crème, là. Ben ça, c'est du monde qui était sur le bord de. Qui Ok, s'était pas sûr de ouais, ok, garder. ouais. Là. C'est dans le temps que Road Dogg, c'était Jesse James, l'autre c'était Rockabilly, là, dans ce temps-là. Là. Avant qu'ils mettent ensemble, là. Ouais. Et c'est justement ça. Là, il disait que Cornette il avait dit que c'est lui qui avait trouvé, qui avait dit dans ce lettre-là, New Age Outlaws. Fait que Ah, ça se c'est. peut, mais il me Ouais. semble que j'ai déjà entendu ça de quelqu'un d'autre aussi, là. Fait Road que, Dogg, sûrement qui a dit ça, non? ouais, probablement dans son, ouais, dans Ouais. un de ses podcasts, là. Ouais. Fait que, Mhm. Parce qu'il y avait un je les écoute podcast, pas Road Dogg. toutes. Ouais. Ouais. Parce que là, maintenant, je veux dire, c'est le fun, là, Ah mais. non, c'est sûr, mais faut que tu prennes de quoi que t'intéresses puis t'écoutes ça. Mais sinon, écouter un podcast, il y en a beaucoup, beaucoup. Le Jim Cornette Experience et Le drive-thru. le Drive-Thru, donc 2 podcasts. Puis ils sont longs, ces podcasts, pour vrai. Ah oui, Des c'est fois, sûr. c'est 5 heures, là. C'est Jim Fait Cornette, que, ben oui. Mais une affaire qui est hot, c'est quand il fait ses promos pour les affaires ouais. les sponsors. Ça, Ça, c'est malade. ouais. Ça, écoute, c'est les ads, là, qu'ils appellent, là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, moi, ça me tape ses nerfs, mais des fois, quand, mettons, si tu fais une longue run de char, ça te permet de, entre ça, parler d'autres choses que ce que tu écoutes dans le podcast. Fait que tu peux. Ouais. Mais au moins, ce qui est le fun, c'est qu'il il fait ça ad lib. Là. C'est pas genre des vidéos qu'il met dans le background puis il laisse la promo Ouais. parler. Là. Mettons comme les autres, comme Conrad il fait. Là. Puis ses publicités pas mal. Bien, moins avant, là, mais à ça, c'est rendu plus ça. Là. Mais avant, il faisait tout le temps son Blue Chew avec Pritchard, c'est drôle. Ben, moi, j'aimais ces pubs de lit, là, à Conrad aussi, là, Ouais, pour ouais. dire qu'il dormait mieux, là. Ouais. Puis là, à cette heure, là, c'est JBL qui JBL. était avec. Ouais. Ouais, parce que Pritchard. S'il a dit parce qu'il a trop de job de la W, ben, il était malade, un des deux, je pense. C'est ça qu'il avait Ben, dit. au début, il avait même steppé out de son rôle à WWE parce qu'il était malade, là. Il avait eu Ouais. une infection, je sais pas trop, là. OK. Mais tu le vois dans les récents vidéos de WWE, il est là, en arrière. Puis, fait que, tu sais, est-ce qu'il en a peut-être pris un peu moins pour justement, un moment donné, quand il faut que tu pick and choose, à un moment donné, là, Ouais. puis peut-être que aussi c'est Conrad qui a dit: «Ben, c'est correct, je vais continuer avec JBL le temps que tu es mieux. Si tu vas pas mieux, ben, c'est bien correct». Puis, non, mais pour vrai, je l'écoute plus souvent ce podcast-là maintenant, surtout pour les vieux shows là avec, ben, quand que c'était, Ouais. je trouve que Conrad puis, Pritchard ont quand même une belle chimie ensemble, là. Ils Ouais, sont le c'est fun à bon. écouter, là. Mhm. Surtout dans les débuts, là, quand ils bully tout le temps Conrad, là. Au début, genre, tu connais rien à la lutte, puis, tu Ah ouais. qui toi, tu T'es juste un fatigue d'Alabama, tu sais rien. Fait que ça, c'est malade. Mais sinon, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, Jim Cornette. Et avant de parler de la biographie de Jim Cornette, c'est une annonce qui a été quand même cool, puis que j'en parle parce que j'ai fait un post Ah ouais, sur nos ok. réseaux sociaux cette semaine. Puis je suis un fan de ce podcast-là. Puis avec ce qui va s'en venir, je vais m'abonner au truc. Je vais m'abonner à la chaîne parce que tant qu'à rien écouter dans le char, puis je fais beaucoup de char, ben, je vais tout le temps avoir de quoi écouter. Busted Open a annoncé que maintenant, il allait avoir leur émission de radio 24/7. Fait que, évidemment, là-dessus, il va y avoir des reprises, des lives. Ils vont continuer leur live. C'est 9 a.m. to 12, dans le fond, le matin, 9 à midi.
live à chaque jour, du lundi au vendredi, puis la fin de semaine. Je pense qu'ils ont des shows aussi, mais je pense qu'ils ne sont pas live. Fait que c'est quand même cool, une chaîne 24/7 de. Ça a parti qu'un fan de lutte qui n'avait aucun rapport avec la lutte au début. Puis qui ont monté ça. Puis évidemment, c'est sûr qu'en ayant des lutteurs connus qui ont des contacts, ça l'a aidé à grossir. Mais tu sais, je veux dire, il a quand même parti ça from the scratch. Puis ça a pris quand même 15 ans-ish à peu près à monter le projet. Fait que... Ah ouais, c'est sûr. Ça prend pas de. Ça se fait pas en criant ciseaux, cette affaire-là. Ciseaux! Ah, et voilà, c'est fait. Ouais. C'est ça. Mais bon, bravo Oui, à Boston absolument. Open. Puis On évidemment, est disponible si vous avez une coupe d'heure à tuer. ouais, ça peut être juste pour dire motherfucker. En même temps, si pas, là. Denis, comment qu'elle s'appelle, Denise Salsalo est capable de faire la job, je pense que c'est chiant, là, mais Chris qui est mauvaise, là. Puis elle a une voix insupportable pour vrai, là. Ah ben là, c'est pas de sa faute, sa voix, là. I love you, I love you every time you that's a fuck, man. Shut up. Pas correct, ça. Go play with your Barbie girl. Ouais, vas-y avant I'm qu'on a fasse Barbie canceller, là. girl. Hey, je suis Jim Cornette, je vais dire ce que je veux. Ouais, c'était pas Jim Cornette, malheureusement. T'es pas vraiment Je suis né. lui. T'as-tu d'autres choses à ajouter avant que je commence, fucker? Fuck you! Hey, Double you! cheese! Double mayo! Mais c'est parce que l'affaire, c'est que le faire tout le long, Ah ben là, tu non. réfléchisses en anglais puis tu switches en français, puis c'est moins cool. Là. Fait que, Non, c'est sûr. mais bon, de temps en temps, je pourrais me permettre. As-tu autre chose à dire avant? Non, Non? non, 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 vas-y qu'on commence, là. J'ai rien d'autre à dire. Jim Cornette! Non, ça part mal. Est né le 17 septembre 1961 à Louisville, dans le Kentucky. Évidemment, on parle pas du PFK parce que ça, c'est bon en tabarnak, man! Motherfucking looking good! Hey, Fucker! Ouais, quoi? j'arrête tout de suite. Parenthèse. Ça va Marge bien. Simpson est morte dans Simpson, hein? Je suis dessus. Ça fait Ils ont au tué moins Marge 10, Simpson. ça fait au moins 10 ans que j'écoute plus Simpson à TV. Épisode, pas épisode, saison 36, je pense. Ils ont tué Marge. Ah ouais? Comment ils ont fait ça? Je sais pas, j'ai juste vu qu'elle était morte. Ah, ok. Je pourrais me renseigner si tu veux pour le prochain podcast. Ben, je pourrais m'enseigner moi-même pendant que tu parles. Puis. Jim Cornette est un fan de lutte évidemment plus jeune, comme la plupart d'entre nous qui veut aller dans la business, écouter le catch professionnel à la télévision et évidemment les héros plus grands que nature. Et il ne faut pas oublier aussi que dans les années 60, 60 ben, fin 60, début 70, le kayfabe était ultra présent et c'était vraiment quelque chose de réel pour certaines personnes. Il avait commencé à assister à des matchs, évidemment, dans des shows locaux à Louisville Garden, pour être plus précis. Et ça, c'est une affaire que je trouve toujours cool parce qu'évidemment, avec la biographie de Paul Heyman, je ne me souviens pas à qui j'en ai parlé dans un show de lutte québécois il n'y a pas longtemps. C'était avec moi, là, c'est sûr, là, mais Alfredo, non? non. C'était à qui j'ai parlé de ça? J'ai dit que t'étais comme un peu genre un genre de Paul Heyman parce que. Bref, peu importe. Puis 2 ans plus tard, il est devenu le photographe du ring de la promotrice Christine Jarrett, qui, elle, évidemment, qui produisait des shows dans le Kentucky et au Tennessee. Évidemment, la famille Jarrett. Mais ça, c'est quand même cool parce que je pense tout le temps aux photographes qu'on connaît au Québec, en Ontario. Évidemment, j'en suis beaucoup aussi sur les plateformes Instagram aux États-Unis pour ce genre de vidéastes, les photographes. Puis, ça me ramène aussi un peu des fois à ce que je fais. Puis, des fois, c'est de prendre une chance de reach out avec du monde, de créer sa propre chance, puis d'essayer de faire des trucs, puis des collabs qui font en sorte que peut-être plus tard, tu as quelque chose qui vient à toi, puis tu as une opportunité de shiner ou juste d'avoir une belle expérience de vie, puis de connaître le monde de la lutte un peu plus en profondeur. Fait que je trouve toujours ça intéressant quand quelqu'un a parti comme ça, mais il faut savoir aussi que ça n'arrive pas par hasard. Jim Cornette et Paul Heyman et tous ces personnages-là ont quand même beaucoup de charisme, puis ils font ça, ils vont pas juste cogner une porte, puis ça finit là. Les autres, c'est ça. Ils en font plus que ça. Puis,
Complément à l'information. Oui, elle est morte dans un épisode, mais elle n'est pas morte nécessairement qu'ils disent. Ah, pour vrai? Mais parce que c'est genre Simpson, ça peut être n'importe quand qu'ils font les épisodes. Fait que il a dit Ah, qu'elle ok, ouais. était juste mort pour cet épisode-là parce que c'était le show de cette fois-là. Mais parce Ok. que Bon, beaucoup de monde était outragé sur les ben réseaux oui. Tu peux sociaux pas tuer partout. Marge. Mais non, tu peux pas tuer Marge, même si c'est un dessin animé. Là. Mais non, tu Fait peux que ça, fait que c'est pas vrai. Elle n'est pas. pas Ok, morte. tant mieux. Non, tu n'es pas mort. Tu es en prolongation. Tant mieux parce qu'il n'y a plus rien qui est bon de nos jours. Anyways, fucker! Les Simpsons, Euh, ça fait, comme je dit tantôt, ça fait 10 ans que j'ai pas écouté ça. Fait que je sais même pas quel dernier épisode, qu'est-ce qu'il a l'air. Fait que... mais c'est toujours bon pareil. C'est juste que là, en français, Oh, les ouais. voix, c'est plus les mêmes parce qu'évidemment, les Ils sont acteurs sont morts. morts. Là. Fait que- Ouais. Hubert Gagnon était écœurant. Tout! Pendant 6 ans, Cornette va prendre des photos et va participer activement au show de lutte, comme j'ai dit, dans la région du Kentucky, du Tennessee. Il va vendre ses photos, mais ses photos sont vendues aux fans dans tout le circuit de Memphis, surtout. Et ils vont être publiés dans des grands magazines, dont le London Publishing et le Pro Wrestling Illustrated. Évidemment, quand je pense au Pro Wrestling Illustrated, André Beaupré, photographe à Québec, a eu quelques photos dans le Pro Wrestling Illustrated pour collaboration pour les shows de WWE, TNA et NSPW. Donc, c'est quand même cool de savoir que c'est quelque chose qui peut être possible éventuellement, puis incessamment. Il va devenir aussi un pigiste régulier pour le magazine Gong au Japon. Magazine que je ne connaissais pas, mais ça n'a aucun rapport avec le Gong Show d'aujourd'hui qui n'existait Non, pas non. en 1970. Je ne sais pas si tu connais le Gong Show un peu. Là. Oh, ouais, je sais quoi, avec Charles. Comment ça s'appelle Charles Charles Beauchesne? Deschamps. Comment ça s'appelle? Deschamps. Non, non, Beauchamp, tu as raison. Deschamps, c'est un. Ouais. C'est Deschamps, Beauchamp? Non, c'est Deschamps. Beauchamp, c'est un autre. Ouais, c'est Il y a deux humoristes. le gars pas de cheveux, c'est Charles Beauchesne, hein, qui est bizarre un Ouais, peu. c'est Là. lui. L'autre, c'est l'ancien skater, l'ancien gars de BMX qui est un des propriétaires du bordel aussi pour les fans d'humour. Que j'ai dans mes amis aussi, que j'avais déjà fait faire un projet, puis finalement, ça s'est pas donné. Anthony Rémillard puis Charles Deschamps. Exact. Il rédigera aussi les programmes des arènes vendues dans la région de Memphis. Donc, il va, il va, il va coller ses photos des combats, des lutteurs et des événements. Puis il va mettre sa plume sur ça pour créer des magazines. Évidemment, comme je disais tantôt, on est dans les années 70. Les magazines sont très populaires. Et moi, c'est quelque chose, toi aussi, évidemment, tu collectionnes les magazines, là, mais mettons, les magazines seraient en mode aujourd'hui. J'aimerais ça participer activement à un magazine, que ce soit photo, idées. C'est Là, vraiment tu cool parles comme. magazine de lutte, tu parles, parce que magazine, il y Oui, en a oui, ben encore oui. plein. Là. Okay. Ben, pas magazine de Sears, là. Non, non, magazine de lutte. Ta chose au saxophone, nous, chez Sears. Par Ah, Simpson. peut-être distribution consommateur, ça aurait été cool aussi. Ah, ben là, ça fait des années que ça n'existe plus. Là. Non, je sais, mais on parle de magazine. Là. Ah, ouais. Okay. Mais bon, c'est pas la même chose. Toys R Us, OK. Bref. Yep. OK. Je m'en ai rentré dans un autre sujet, mais je vais essayer de rester focusé sur notre sujet parce que T'as ça me acheté des gosse des bonhommes, fois c'est quand. ça? Non, Ah, ok, parfait. Continue. parfait. Je veux pas, tu sais, des fois, c'est pas le fun. Non, non, c'est correct. Et il va publier son propre magazine exclusivement sur le territoire de Memphis aussi. Fait que, dans le fond, à l'âge de 20 ans, il était déjà activement, il s'occupait de 2 magazines, faisait des photos pour 4 promotions et était aussi commentateur. Donc, tu sais, je regarde ce parcours-là à plus petite échelle. Des fois, ça me dit, hey, nous autres aussi, sauf qu'on n'a pas 20 ans, là, mais Collègue, alors. ouais, collègue, alors, exactement. En 1982, Jim Cornette, après son 21e anniversaire, un mois après, le propriétaire de Memphis Wrestling, Jerry Jarrett, le père de Jeff Jarrett, et là, je sais qu'on se demande, tu sais, ouais, mais tu dis Jerry Jarrett puis Jeff Jarrett, mais est-ce que les deux s'appellent de la même façon parce que c'est son père? Mais j'imagine que c'est de la même façon. On est un peu Mais, confus, on veut le savoir, là. mais Jerry Jarrett, c'est Jerry, là. Mais Jeff Ouais, Jarrett, comment dire Jarrett, c'est. Ben, ouais. Jeff Jarrett, c'est comme ça qu'on le dit, là. C'est J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Ha ha ha! Plus rien qui se fait comme ça de nos jours. Oh non. Ben, quand il faisait ça, il y avait la petite dent en or qui faisait cling. C'est malade. Exact.
À Star, c'est toutes des estis de coupes de brocoli de marde qui n'est pas regardable. Toutes des fuckers! Jim a abandonné ses activités de photographe et s'est lancé à corps perdu dans sa nouvelle carrière de lutte, dans le fond. Jarrett qui a proposé de s'occuper avec lui d'être, dans le fond, faire partie membre de l'équipe intégrale de son roster et de son équipe. Donc, arrêter de se promener un peu partout et faire ses photos pour se concentrer principalement sur la promotion de Jerry Jarrett. Il va commencer à la télévision de Memphis le 21 août 82. Va passer 16 mois à être manager de plusieurs lutteurs sur le circuit de Memphis. Évidemment, Jerry Jarrett avait vu en lui un coloré commentateur, animateur et intervieweur. Aimait beaucoup son charisme et ses idées aussi parce qu'il amenait ses propres idées, puis il allait de l'avant, puis comme qu'ils disent dans le langage du hockey, il bougeait ses pieds. Fait que Jarrett a bien aimé ça. Et évidemment, comme je dis, 16. Ouais, il était écœurant avec sa petite moustache. Guy, Guy Mongrain Cornette. Vraiment, hein? Pour vrai, Ouais. il aurait pas animé Salut Bonjour dans ce temps-là. Jim Cornette, pas sûr que ça aurait réveillé en maudit, en tout cas, ça c'est sûr. Évidemment, il va y avoir aussi des bons formateurs aussi qui vont l'aider pendant ce séjour-là en Jerry Jarrett, qui va être là, Jerry Lawler, Bill Dundee et d'autres vétérans, évidemment, qu'on pouvait lui voir lutter sur le territoire de Memphis. Jerry Lawler, encore une fois, c'est incroyable. Omniprésent. Ouais. Puis j'ai écouté il était en entrevue, justement. Je parlais de Busted Open tantôt. J'ai pas écouté l'entrevue encore, là, mais il était là. Puis j'ai écouté, par contre, celle des Hardy Boys qui était là cette semaine. Puis il parlait de. La question était intéressante. Comment tu fais pour, mettons, turner la switch à off? Êtes-vous capable de turner la switch à off puis de plus être, mettons, Jeff Matt Hardy? Puis il a posé la même chose à Jerry Lawler. Puis Jerry Lawler, lui, il dit que c'était super facile pour lui de tourner ça à off parce qu'il aimait faire sa création de dessin puis ces affaires-là. Puis Ouais. Jeff Hardy, lui aussi, il dit que c'est facile pour lui d'arrêter parce que tout de suite après, il peut aller créer de la musique. C'est Étoile aussi qui fait, non? Ça se peut-tu? Il amène même ses toits à l'hôtel pour les revendre après ça dans les meet and greet. Fait que quand il n'y a rien à faire à l'hôtel puis que c'est long puis c'est plate, il fait ça. Fait que c'est cool. Ah ouais, c'est sûr. C'est mieux que ça que d'autres choses. Ouais, ça l'éloigne de ses problèmes. Puis c'est drôle parce qu'on parlait des bombes qu'il a pris, puis il était magané. Il y a un ladder match qui s'en vient cette semaine. Fait que Ah ouais, bon. c'était Il en n'a pas fin de fait assez semaine, je encore. pense. Ouais, exact. Ah là là. Et en novembre 83, le promoteur de Mid-South Wrestling, Cowboy Bill Watts, va faire venir plusieurs lutteurs de Memphis qui étaient basés en Louisiane et va associer Cornette à Bobby Eaton et Denis Condré. Je le dis-tu comme du monde? Dennis Country, ouais. Denis Condré, sous le nom des Midnight Express, qui va devenir pas mal, je te dirais, pas pour ce qui est reconnu, mais on peut-tu dire ça comme ça? Midnight Express est associé à Jim Cornette. Là. Oh ouais, absolument. C'est son équipe à lui, C'est là. son fait d'armes dans le monde de la lutte, selon toi? Oh boy. Ben, Son plus gros, mettons, là, Jim Cornette, mettons, à part aujourd'hui pour ses podcasts, si on parle de Jim Cornette, c'est quoi la première chose qu'on pense ben, de lui? ils vont souvent parler de lui et Vince Russo, là. Ouais, mais mettons positif. Là. Ben, ça dépend positif pour qui, là. Ben, ouais, c'est côté lutte, juste in-ring puis Je pense que managing oui, puis hein? tout ça. Ouais, je pense que oui, là. OK, parfait. Évidemment, l'équipe a connu un grand succès sur le territoire Mid-South. Et puis au cours des 12 années suivantes, Express et Cornette ont remporté le titre de champion par équipe à la Mid-South Wrestling à 2 reprises. Et ils vont mettre des culs d'un siège assez souvent avec des records d'assistance dans 14 villes, Houston, Oklahoma et Little Rock, entre autres, où ils vont attirer des foules de plus de 25 000 spectateurs au total, au Superdome de la Nouvelle-Orléans, ce qui va vraiment propulser la Mid-South Wrestling, qui va devenir aussi, on parlait de Midnight Express, mais Mid-South Wrestling aussi, quand on pense à Mid-South Wrestling, on pense beaucoup à
à Jim Cornette pour Ouais. des grands noms et des noms associés à cette promotion. Ouais. Puis évidemment, la rivalité avec les Midnight Express et les Rock'n'Roll Express, là, c'est Ouais, bien, qui est bien documenté. Exact. Grosse rivalité sur le territoire. Puis ça, à un moment donné, tu sais, on en fait beaucoup de luttes, là, mais à un moment donné, va falloir se plonger dans des rivalités dans ces années-là, puis de faire de la recherche juste pour On a déjà fait voir des matchs. un peu plus du CW où il y avait les Midnight Express contre les New Midnight Express. Là. Ouais, c'est vrai. C'était Bobby Eaton puis Stan Lane contre Dennis Condrey puis Randy Rose. Puis il y avait Cornette dans le coin avec Bobby Eaton puis Stan Lane. Puis dans les autres Rock'n'Roll Express, les autres Midnight Express, c'était Paul Heyman. Ouais, ça, c'est 86 parce que quand ils ont commencé à Jim Crockett, c'est en 85. Là, fait que d'après moi, c'est pas longtemps après. Là. Ouais, Évidemment, ouais. Non, il me semble que c'est plus tard que ça. Je pense que c'est en 89. Ah, je l'ai de toute façon dans mes affaires. C'est pas Beach Blast, on a fait de même, non? Parce que Stan Lane a remplacé Dennis en 87. Ok, ouais. Fait que c'est après ça, après 87. Ok, checker ça. Évidemment, pas besoin de vous dire que la Mid-South Wrestling a fracassé des records de vente et financières au courant de cette partie-là de leur histoire. En 85, l'équipe a passé à la World Class Championship Wrestling de Dallas, remportant les titres par équipe, les titres de champion américain par équipe. Et c'était la première fois qu'il était à la télévision nationale, évidemment, grâce à la WCCW. Et les combats de championnat qui avaient remporté les ceintures par équipe américaine avaient été remportés devant plus de 18 000 spectateurs à la Reunion Arena et 20 000 plus spectateurs au stade du Texas. Donc, encore une fois, les Midnight Express et Jim Cornette attiraient les foules. Et quand ils sont passés devant la télévision, ça a juste augmenté leur succès et les codes d'écoute des promotions qui étaient là. Ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai. C'est Starcade 88 qu'on avait fait. OK. C'était Starcade. C'était True Grit. Ah oui. Ouais. En juillet 85, peu après cet énorme succès dans le stade du Texas, les Midnight Express et Jim Cornette ont fait leur début à la Jim Crockett Promotion, comme je disais tantôt, de Charlotte. Et évidemment, c'est à partir de ce moment-là que, sans surprise, avec Jim Crockett, que leur carrière a explosé. Évidemment, avec le réseau de télévision TBS d'Atlanta. Et ils ont passé 5 ans et demi chez Crockett Promotion et évidemment, qui va devenir aussi la World Championship Wrestling par après. Et comme je disais tantôt, Stan Lane va remplacer Dennis Condrey en 1987 par la suite pour revamper l'équipe des Midnight Express. Est-ce que tu veux dire la raison, tu savais la raison pourquoi il avait été remplacé? Y avait-il une maladie ou quelque chose comme ça? Des problèmes, hein, je pense? Dennis Condrey, j'ai aucune idée. Après moi, sûrement qu'il voulait un petit time off ou je sais pas trop, ou quelque chose dans ce style-là. Ouais. Non, tu as raison, parce qu'on avait parlé dans la biographie de Lawler, si je ne me trompe pas, ou Jarrett. Lawler ou Jarrett, l'un des deux. Là. C'est possible. Ouais. 2 fois champion du monde par équipe de la NWA, 8 mois au total, et 3 fois champion des États-Unis par équipe de la NWA. NWA. Jamais. Chris, ils n'ont jamais été champions de Je savais pas ça. C'est toi, Kevin, qui a affronté les. Ouais, c'est ça. Ça aurait été malade. Vous autres contre les Midnight Express. Wow! Wow! Cornette qui me crisse un coup de raquette. Tabarnak! Si j'en parle, puis j'en bave tellement que ce serait malade. Pour un total de 16 mois, avec tous les titres qu'ils ont remportés ensemble, 16 mois au total. Et évidemment, leur rivalité avec Rock'n'Roll Express, comme on en a parlé tantôt dans la Mid-South, ils ont établi des records, évidemment, à travers le pays. Et c'est une rivalité qui est aujourd'hui encore même considérée comme une des plus grandes rivalités par équipe de tous les temps. Toute époque confondue. Donc, je suis pas mal d'accord. Là, pour un gars qui n'en a pas vu tant que ça, je trouve que je suis capable de dire que cette rivalité-là est arrivée à mes oreilles sans trop que je force non plus. Ça, habituellement, quand tu reçois l'information historique, ça veut dire qu'elle voyage à travers tout le monde que tu connais, puis qu'à un moment donné, Le ça mot te se nourrit. propage. Exact. Ça, c'est le Puis, civilisme de la rivalité.
Puis Dennis Condrey, il était parti de la compagnie sans verser personne. C'est pour ça qu'ils l'ont mis avec un autre gars. Ils ont mis Ethan avec Stanley par après. Il a fait un no-show, no-call? Mais non, mais il est parti de la compagnie, il n'a pas donné de notice à personne, puis il n'est pas rentré, puis c'est ça. Puis après ça, il était à AWA avec Randy Rose. Puis après ça, éventuellement, ils sont venus à NWA pour feuder contre eux autres, Ethan puis Stanley, avec les deux managers que j'ai parlé, Cornette dans le coin de Ethan puis Lane, puis Condrey, puis Rose, il y avait Paulie Dangerously, Paul Heyman. Pour 6 mois à peu près, hein, c'est ça? Ouais, c'est pas long, c'est pas tant long que ça. Là. Parfait. Évidemment aussi, si on peut parler de leur, le temps sur les territoires de la NWA et de l'ECW. Midnight Express a également affronté les World Warriors lors d'un match assez important à Starrcade 86. Un Skywalker Scaffold match. Un Scaffold match, ouais, l'affaire avec la grosse plateforme en haut. Là. Exact. Puis, je ne sais pas si c'est dans ce match-là ou dans un autre match d'après, Cornette, ça a fait le blesser au genou. Je pense que c'est ce match-là. Hein? Ouais, parce qu'il était sur le top des barreaux. Puis il fallait que. Puis c'était Big Bubba, c'était là. C'est le bodyguard, c'était Big Bossman. Big Bossman, Il fallait qu'il l'attrape, puis il l'a pas attrapé comme il faut, puis il est tombé sur ses jambes. Puis c'est même qu'il s'est blessé. Là. Ouais. Puis, tu sais, pour un peu évaluer aussi à l'époque, Starrcade, on voit la photo là, sur YouTube assez impressionnante, Midnight Express avec Cornette et Big Bubba. C'est vraiment, pour vrai, ça fit. Là. Ça fit vraiment. Là. C'est fou parce que, tu sais, mettons, quelqu'un là, qui connaît la lutte partie de la WWE pourrait pas te dire que c'est Big Bossman qui est là en ce moment. Là. Non, c'est sûr. Ça paraît pas. Là, fait que c'est très cool. Puis, évidemment, le style coloré aussi des Midnight Express, le choix de couleurs qui est très années 70, là, de 70-80 avec des couleurs pastel, là, si on veut. Là, que... La toune d'entrée aussi. Là. Je me souviens pas de la toune. Ben, c'est la toune d'FTR qu'FTR ont pris, c'est pas mal ça. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Ouais. C'est la même toune, mais un beat différent. Puis c'est ça que je vais mettre à la fin du podcast pour la musique. Je vais l'écouter après le podcast, c'est juste pour me remettre dedans. Parlant d'FTR aussi, je ne sais pas si tu as vu, ils ont sorti les nouvelles figurines aujourd'hui. Ça a popé sur figurines ROH, là, deux autres. Là. Ouais. Sont belles. Dans le bon sens, ok. Ouais. Ah oui, oui. Les Jazzwares font des bonnes figurines. Tout ce qui est W, ben, en tout cas, ici au Québec, c'est pas trop populaire. On les aura jamais. W. Non, mais on en a eu, puis check, sont encore sur tes étagères, puis c'est de la série 3 puis 4. Maintenant. Ouais, faut qu'ils les vendent pour en commander aussi. Là, c'est sûr, mais c'est pas en même temps les figurines de v'là 3 ans au même prix qu'ils étaient v'là 3 ans que tu vas réussir à les vendre. Mais tu sais, en même temps. Tu sais, Colin Mustafa à 40$, là, il ne vendait pas quand il est sorti, il ne se vendra pas plus là. Ben, comme on dit souvent, c'est sûrement pas des fans de lutte, puis ils savent pas vraiment. Ouais, je comprends, oui. Mais en tout cas, on parlera pas de ça aujourd'hui, on parle de Jim Cornette. Et comme petite parenthèse. Prochain podcast, le statut des figurines de lutte dans le monde. OK, tabarouette. OK, t'as un peu. Ah oui, cool. Ah ouais, oui. On va le voir au Colisée la semaine prochaine. Pour essayer de le capturer. Ben là, ça m'a décombien comme rançon? Ben, je veux pas de rançon, je veux le garder, moi. Ah, tu veux le capturer puis pas le ramener. OK. Ben, ça dépend. S'il t'échange Chelsea Green, pour. Je préfère sa collection de bonhommes que Chelsea Green. Peut-être. Il y en a combien de Chelsea Green dans le monde? Il y en a juste une. Justement. Pour revenir à Starrcade, que je disais tantôt, Starrcade avait quand même attiré plus de 60 000 personnes. Puis évidemment, World Warrior contre Midnight Express, c'est tout un marquee match-up. Là, pour, Puis on l'avait fait celui-là en 86, ça que tu disais tantôt? Ou 88 non. On a fait 88, c'était Stargate 88 là, avec le combat des Midnight Express contre l'Original Midnight Express. OK. Puis j'ai pas vu la carte complète de Starrcade 86, mais c'est peut-être éventuellement, c'est peut-être un show qu'on pourrait faire parce qu'on en fait de temps en temps des shows de WCW. Là. Évidemment, on va en parler à la fin du podcast, mais il y en a qui habituellement, Starrcade, c'était à la fin de l'année. C'est au mois de décembre que ça se passe. Que
On pourrait peut-être faire celui-là pour la fin de l'année. On verra. Là, comme dernier review de l'année, mettons. Ouais. Des fois, on en fait en septembre. On a notre WCW Month en septembre aussi. Là, fait que... Ouais, absolument. Les Skywalkers s'appelle. Tu peux savoir la carte, je l'ai devant moi. Là, Ah, vas-y, pourquoi dire, pas? là. OK. Boy, c'est pas tout du monde connu. Ben oui, du monde connu, là, mais quand même. Tim Horner puis Nelson Royal qui ont battu Rocky Carnoodle puis Don Carnoodle. Wow. Brad Armstrong qui a battu Jimmy Garvin. Si, ouais, c'est bien bizarre comme match. Hector Guerrero puis Baron Randrashki contre Peace Watley puis The Barbarian. Les Russes, Ivan Kolov puis Crusher Khrushchev contre Bobby Jaggers puis Dutch Mantel. The Kansas Jayhawks. Tabarnak, on dirait un nom d'équipe de basketball. Wahoo McDaniel contre Rick Rude dans un strap match. Sam Houston contre Bill Dundee. Tabarnak. Jimmy Valiant contre Paul Jones. Finalement, on le fera peut-être pas. Big Bubba Rogers contre Ron Garvin. Oh, ça, c'est bon. Tony Blanchard contre Dusty Rhodes First Blood. Le match que tu as parlé, le Skywalkers match. Arn et Ole Anderson contre les Rock'n'Roll Express dans un combat de cage. Puis le main event, c'est Ric Flair contre Nikita Koloff. On verra. Ouais, on verra. C'est pas la carte la plus intéressante. C'est 86 aussi. C'est pas de W87, 87 avec NW. Là. Non, mais des fois, on est mal éduqué sur le genre de match que ça peut donner parce qu'on n'a pas regardé autant, puis ça peut nous sortir des... Tu sais, moi, je suis pas un fan de Lex Luger, mais quand tu m'as envoyé des matchs de Ric Flair contre Luger, je les avais écoutés au complet et j'avais trippé. Là, fait que, ah ouais, on pourrait le faire pareil, c'est pas grave, ça me dérange oh pas. Ouais, Mais éventuellement, c'est sûr qu'on peut. Il y a des noms que le monde connaît beaucoup, des noms plus mainstream, mais à la base, il y a beaucoup de noms que c'est pas mal indie wrestling, southern wrestling, wrestling. Wrestling. Fucker! Arrête de boire de la bière, c'est pas bon ça pour toi. T'es dans la déchéance complètement, hein, en ce moment. Je fais le podcast avec toi, c'est pour ça que je vais pas à l'école. J'apprécierais que tu sois gentil pendant au moins la prochaine année et demie. Pourquoi l'année et demie spécifiquement comme ça? Je vais t'annoncer quelque chose à la fin du podcast. Il m'en reste plus gros. Pas vrai, ça. Avant de... Non, tu n'es pas mort. Tu es en prolongation. Jim Cornette animait aussi 2 émissions comme commentateur sur TBS en même temps qu'il était manager avec Jim Crockett Promotion. Et évidemment, après ça, il y a eu la transformation et le rachat de Crockett par Turner Broadcasting, évidemment qu'on connaît. Arrête de dire Crockett, ça me donne faim. Ouais, c'est bon, des mots de bonne Crockett. Des Crockett de fashion. Transformation évidemment de Turner en WCW par la suite, celle qu'on a connue un petit peu plus tard, dans le milieu des années 90 pour notre part à nous autres. Et évidemment, aussi à ce moment-là, Cornette était un peu mêlé au booking. Là. Il donnait ses idées, des fois il faisait des matchs aussi, il s'impliquait comme booking, comme commentateur. Puis évidemment, après le rachat, souvent c'est un peu ça, là, quand tu changes de propriétaire, tu changes de chef. La relation n'était pas la même avec les anciens et les nouveaux. Puis éventuellement, TBS va pousser Cornette à la porte en 1990. J'avais pas marqué la date, mais c'est en 90, si je ne me trompe pas. Fin de l'année 90. Fait que, ouais. Mais bon, évidemment, c'est plate, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Nouveau management, des fois, c'est ça qui arrive. Ouais. Des fois, tu as l'impression que tu as quelque chose, tu tiens quelque chose dans tes mains que tu penses que tu peux faire quelque chose, tu as des bonnes idées, tu as des bons workers, puis là, quand je parle de workers, je parle pas juste à la lutte, je parle en général. Là. Puis il arrive un changement, puis c'est pas la même vision là, des choses. Fait que, bref. Cornette, par la suite, va ramener le territoire dans la Mid-South Wrestling dans le Tennessee, dans l'est du Kentucky, évidemment, qui est originaire. Avec évidemment le producteur de disques Rick Rubin qui va lui donner son soutien financier et ils vont lancer la Smoky Mountain. C'est un gars qui est souvent à WWE. Des fois, il y a des shows, ben, il y a des vedettes dans la foule à tous les shows. Ouais. À Star, quasiment, qui disent qu'il est là aujourd'hui pour avec nous autres. Mais Rick Rubin, il est là souvent. C'est un gars avec le vieux monsieur avec la grosse barbe blanche. C'est lui, Rick Rubin.
Ils en ont parlé récemment, ils l'ont montré, puis ils ont parlé un peu de son historique, je me trompe Ouais, pas, ben Cole, hein? Corey Graves, c'est un de ses chums, je pense. Là, fait qu'il en parle souvent, OK. Corey Graves, Rick Rubin. Il OK. monte souvent dans les shows. Je suis prêt à jurer que l'NXT qu'on a fait le dernier, Brooklyn, là, je pense qu'il était là dans ce show-là, puis il l'avait introduit à la foule. Ben, OK. Je vais checker. Pas mal sûr Pourquoi que pas. oui. Au pire, je taperai son nom, puis je vais voir des clips, puis c'est sûr Ouais. qu'il va apparaître. Mhm. Ben, c'est cool, ça, pareil, que même aujourd'hui, récemment, il est encore là, puis il suit le produit, puis Ouais, c'est un fan de lutte, fait que ouais. ça aide. Y a-tu déjà été sur le podcast de Cornette? J'ai aucune idée, mais il n'y a pas vraiment Non. d'invité. Jim Cornette dans son podcast, il n'y en a pas en fait. Il y a juste lui et son gars, Brian Lass, c'est tout. Là. C'est qui Brian Nass? Ben, c'est l'animateur de son podcast. Je ne le connais pas plus Juste, que ça. Là. faudrait que je check Ouais. de où ils se sont connus. T'sais. Comment tu tombes sur Jim Cornette, puis tu fais un podcast avec? C'est quoi t'sais? Je sais pas. Ben, ouais, souvent, Brian Lass, c'est drôle. Il fait tout le temps dans son podcast The Mothership. L'autre fait tout le temps des sauts. Là. Oh, god damn. Ah! Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont lancer la Smoky Mountain Wrestling. Puis je parlais de Midnight Express tantôt. Ça, selon moi, la Smoky Mountain Wrestling, c'est peut-être la deuxième chose associée que c'est très Jim Cornette. Là, Ouais, que ben, c'est à Mountain lui. Là, fait que Wrestling, là, c'est ça. c'est ça. Tu penses à lui, mais c'est ça. C'est les deux choses que, mettons, ben, c'est pas vrai. Si tu me parlais à moi avant, c'est sûr que c'est son temps de managing à WWE parce que c'est là que je l'ai Ouais. connu. Pour le Mais mainstream, c'est pas mal ça pour tout le monde, là, je te pour le dirais. mainstream, mais là, après ça, quand tu te mets à faire des recherches, à faire des podcasts, Ouais. ben là, tu te rends compte que c'est pas ça finalement, c'est autre chose. Mhm. Ça n'enlève rien à son travail à Non, WWF. non. Mhm. Ça y a quand même fait un bel job. Fait que ça va être basé à Knoxville. Ça va être dans le Tennessee dans les débuts des années 90, 92 plus précisément. 2 ans après son release, ben, un petit peu moins que 2 ans après son release de la WCW et de la WCW. Voyons, j'ai un chat dans la gorge. Cornette a été promoteur, a été booker, a été producteur télé, a été manager, a été. Il a pas mal touché à tout, là, même, même tout ce qui était musical, montage, peu importe ce qui arrivait, peu importe qui avait besoin d'être fait, il était là. Il contrôlait. Il était un peu un. Je dirais pas dire un freak, parce que quand c'est ta promotion, quand c'est ton bébé, tu veux essayer d'avoir le meilleur produit possible puis de toucher un peu à tout. Là. Évidemment, au début, tu dois pas dormir beaucoup, là, Mhm. j'imagine. Puis à ce moment-là, évidemment, il y avait déjà ses contacts dans le milieu de la lutte. Ça faisait déjà un bout qui roulait sa bosse. Fait qu'il y avait des bons vétérans comme Bob Armstrong et Terry Funk, entre autres, qui étaient venus, faire leur début. Il y avait même eu Kane qui était là, Glenn Jacobs, qui avait été Ouais. sur le territoire. Ça, on en avait parlé justement dans le. Parce que Pokémon Wrestling, il y a plein de monde qui ont été là. Ouais. Beaucoup, beaucoup de monde. C'est là que Chris Candido et Sonny ont commencé, là, Tammy Lynch, là, avec Brian Lee, qui était plus tard le Mhm. WF, l'Undertaker, le Faux Undertaker, puis Chains des titres de l'Apocalypse. T'avais beaucoup de monde de même. T'avais Tony Anthony qui était T.L. Hopper après WF. Il y a beaucoup de monde là, qui ont fait leur gloire là-bas. C'est aussi Jericho et Lance Storm, les Thrill Seekers qui ont leur début là-bas en tag team. Fait que, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde à Smoky Mountain Wrestling qui ont passé. Puis aussi une équipe que je sais que t'aimes beaucoup, là, les Heavenly Bodies avec Dr. Ah, Tom si, et man. Gigolo Jimmy Delray. Ils étaient malades eux autres. Tu sais, on niaise souvent là, de mes goûts IRS, Tatanka et ces affaires-là. Là, mais ça aussi, là, Everybody, j'en parle peut-être un peu moins que les autres, mais c'est une équipe que j'aimais vraiment beaucoup regarder. C'était Puis bon. tu sais, il était bon, mais ben, j'allais dire qu'il n'y avait rien de spécial, mais c'est pas vrai. Il y avait quand même un certain look. L'entrance était cool. Ils ont eu Cornette avec eux autres aussi Ouais. comme manager. Ils n'ont pas. WWF, ils n'ont pas duré longtemps, quoi, 2 ans? Même pas 2 ans, à peu près? Ouais, à peu près, même pas. Là. Pas Il plus était que pas ça. vraiment du monde du full roster en partant. Là. Ouais. Il rounded up les numbers, mais il était pas du membre du roster. C'est le gars de Smoky Mountain Wrestling que Coronet il amenait là-bas. Là. Avec un des 2 qui ressemble à Grant Gray, le père de Jason Gray et de Kevin Ouais. Gray. Mhm. C'est malade ça. Évidemment, ça va avoir un certain succès. Il va y avoir à peu près 4 à 5 000 spectateurs pour les gros shows. Puis, éventuellement, le coût de la vie, le coût de production, le coût de TV. Puis ça, c'est drôle parce que ça me fait un peu penser
à notre télévision québécoise que tu vas avoir un show dans des chaînes sportives, dans des chaînes importantes, ben, ça te prend des publicités, ça te prend des commanditaires, ça te prend des sponsors pour essayer de faire vivre un show qui est moins populaire auprès, quoique dans ce temps-là, c'était très populaire quand même, puis c'était dans une partie du monde que ça marchait beaucoup, mais encore là, ça reste le moins populaire quand tu compares aux autres sports, baseball, hockey, football, les sports universitaires surtout. En Amérique, là, c'est vraiment super populaire quand tu dis que le football peut attirer jusqu'à 90 000 personnes, Ouais. qui est quasiment un tiers de plus que la NFL, un quart de plus que la NFL. Là, fait que Mhm. c'est quand même assez capoté. Évidemment, la promotion va durer 4 ans. Il va fermer ses portes en 95, mon cher TJ. Puis il va y avoir un retour dans le futur, un petit clin d'œil qui avait été fait à WWE il n'y a pas très longtemps, là, dans l'ère moderne. Il n'y avait pas eu un genre de show qu'il avait fait avec les personnages de la Smoky Mountain Wrestling, là. Ah, pour que C'était je pas ça? pas ma connaissance à moi, là. Peut-être qu'il y a Ou des je me trompe, reissues. je dois me tromper de quelque chose, là. Tu sais, il avait fait Mais ça, un. mais ça, tu penses pas, tu parles pas de l'invention de la NWA, là, avec Jim Cornette, tout ça, les Rock'n'Roll Express, tout ça, c'était pas Smokey Mountain, Non, c'était NWA, là. oui, je sais, mais ils ont pas fait de quoi dans. Genre Non, avant peut-être. pandémie? Ah, je sais pas. Ah, l'affaire de niaisage qu'il faisait, là, Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu ça. avec les personnages, avec les Good Brothers, Jericho, Ouais, mais Rusev. Ah, c'était non, non, ça. c'est pas. Non, ça, c'était plus pour AWA, ça. C'était Qui niaisait. AWA, ça? C'est plus AWA qui niaisait dans celle-là. C'était pas Peut-être qui aussi, ça? peut-être un peu toute la gang aussi, là. C'était Southpaw Regional Wrestling. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je me suis Ouais, trompé, Mid-South, ouais. mais South pas, ouais, c'est ça. Ouais, Tu c'était raison. malade en crise. C'était tous des personnages fuckés, là. Les commentateurs, c'était Jericho puis Fandango. Pas Jericho, mais Cena puis Fandango avec des perruques, là. C'est malade. Ouais, mais Ouais, ça avait pogné pas mal ces réseaux sociaux, ça, en ouais, plus. Le monde en. c'était bon, c'était drôle, c'était divertissant. Ouais, puis c'était dans le temps que c'était WWE Network, fait qu'ils mettaient leur stock là-dessus, puis ça marchait beaucoup, là. Ben, c'était plus Euh, YouTube, je pense, ça, cette affaire-là, me semble. C'est-tu YouTube? Ben, ils l'ont mis sur le network par après, peut-être, sûrement, mais c'était plus sur le YouTube au début, là. Évidemment, il y avait des collaborations au centre de la WWF et la promotion de Jim Cornette, comme WWF faisait souvent aussi avec Jarrett. Ouais. Mhm. Parce que Cornette travaillait depuis 1993 avec la WWF et la compagnie de Cornette a fermé en 95. Donc, il y avait comme un échange de talents, puis tu sais, mettons, Vince voulait tester certains trucs, il pouvait les Ah envoyer ouais. aussi du côté de la Mid-South, là, fait que. Ben, il y a beaucoup de monde que j'ai mentionné tantôt Ouais, qui était du monde de Smoky Mountain Wrestling qui ont fait la WWF après, là. C'est le même qui ils ont commencé là-bas puis ils les ont amenés, là. Comme j'ai dit, Skip et Sonny, tout à l'heure, c'est eux qui ont commencé lors de leur affaire puis ils les ont ramenés, là. C'était un peu ouais. pour tester des lutteurs aussi, pour les entraîner puis faire plus de matchs, c'est ça, qu'ils pourraient faire de WWF parce qu'il y avait leur roster défini de WWF, là. Et évidemment, oui, on a connu Cornette comme manager à WWF. On va en parler plus en profondeur parce que c'est l'époque qu'on a plus connue, puis que c'est ton époque aussi, comment je pourrais dire ça, ton époque fétiche de connaissances là, des années 90. Ouais. C'est plus ta connaissance de lutte là, vraiment haut niveau, elle commence là, pour toi, là, vraiment. Là. Je te dirais 87 aller jusqu'à 2003-2004. Ça, c'est pas mal que ce que je connais le plus, là. Le reste, je connais aussi, mais ça va peut-être être plus long de trouver des affaires, mais en Ouais, c'est général, ça. ouais. Parce Ouais. que ça nous a moins marqué, là, à part Ben, pas quelques nécessairement, parce trucs qu'à un moment donné, tu peux modernes. te rappeler de certaines choses non plus. Pas tout me rappeler non plus, là. Mais des fois, tu as certains spasmes de même Ouais, il y a des 2003 affaires et que je vais me rappeler de certains shows que je me ouais. rappellerais peut-être pas d'habitude, mais c'est core memory, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après 2004, là, Ouais. j'ai certé les gros shows, je serais capable de mais le reste, là, Puis là, quand tu vas à 2015 et ah 2010-2015, entre ça, là, je suis capable, là, mais c'est plus tough. mais après que Punk soit parti de Mhm. WWE, moi, j'ai un Ouais, mais gros, c'est dur d'arrêter de l'écouter. C'est comme normal un ouais, peu, ouais, j'ai là. arrêté de l'écouter aussi, Moi, ça a pas j'écoutais aidé, là. encore, moi, j'ai jamais arrêté de l'écouter. Fait que, mais même Ouais, à ça, j'aurais plus de misère entre ces années-là. Mais c'est sûr que 95, quand on va parler de Jim Cornette et en WWF, c'est là que je m'en rappelle beaucoup, là. exact. Et évidemment, Cornette, avec son expérience, comme je disais tantôt, son vouloir, tu sais, il voulait, là, il s'impliquait. Fait que oui, il a été encore une fois manager à WWF, mais
a été aussi dans l'équipe créative de Vince McMahon à partir de 96, puis un petit peu avant aussi. Mais et aussi avait été producteur en plus d'être manager. Fait qu'il y avait 3 chapeaux à WWE à ce moment-là. Puis c'est un peu ça aussi qui ressort de la guerre avec Vince Russo, que lui aussi a été du côté de la WWF. Puis des fois, il s'astine sur certaines affaires que Vince a dit, Vince voulait ça, non, c'était pas comme ça. Puis, tu sais, je vous le dis tout de suite, là, si vous voulez voir aussi un truc super intéressant, Jim Ross puis Cornette sont quand même assez chums ensemble. Là. Tu sais, évidemment, ils ont travaillé longtemps ensemble. Jim Ross ben, il est parti souvent de la WWF, il est revenu aussi. Là. Mais ils ont Il fait est parti, un. c'est un grand mot, c'est l'autre qui le mettait dehors. Là. Ouais, ouais, il le mettait dehors à chaque fois, là, mais bref, il Ouais. revenait pareil. Oh, ouais. Allez voir, il y a un genre de panel avec Jim Ross, puis une entrevue, c'était en 2016-2017, là, je pense, Jim Ross, puis Jim Cornette, là, où ce que Cornette parle un peu de son temps du booking à WWF avec C'est Jim celui-là Ross. où que Brett interrompt, puis pendant qu'il parle du screwjob, il les interrompt, puis il va sur le panel avec eux autres, c'est pas ça? Je sais que moi, j'ai vu une partie qui parlait du Screwjob, je sais pas, je me souviens pas si j'ai. Il me semble que j'ai pas vu cette affaire-là, mais c'est possible aussi. Hein. Je peux Parce pas qu'il y en tester. avait un, c'est ça. Il y en avait un, c'est ça, c'était Cornette puis Ross qui faisaient le panel, puis ils parlaient du screwjob, puis ils savaient pas que Brett était là, puis il est arrivé à faire le panel avec eux autres en surprise. On se mentira pas, là. On se mentira pas, Sean, c'est un dieu, mais Sean, c'était une dick en crise dans ce temps-là. Mais ouais, c'est sûr. Mais oui, mais je pense que Puis, c'est rendu connu de même des casual fans, je pense, à cette heure, que genre, c'est un asshole dans ce temps-là. un asshole pour moi, un asshole pour Jim, un asshole pour tout le monde. Tout le monde. Mais ouais. À part peut-être ses chums, même encore là. Ouais, même encore là, il devait être chiant à essayer de rentrer à la maison après une soirée. Ouais. Là. Paul était capable de gager ça. C'est quoi être un crosseur un peu un asshole. Paul, là, il a tellement un bon cœur. Là. Ouais. Il traîne dans le bout son cœur. Franchement. As-tu Euh, As-tu aimé le show? Fatigué. Non, on n'aime pas ton show parce que c'est pas bon, c'est plate. là, tu vas commencer. Tu vas te calmer. Là. Motherfucker! Pour sur son côté managing à WWF dans ces années-là, 90, évidemment, on en a parlé tantôt avec les Ebony Buddies. Il y avait les New Midnight Express aussi Ah, il y a euh, une couple de personnes, ouais. à WWF. Évidemment, Yoko et Owen Hart aussi, qui a eu quand même. Moi, j'ai trouvé une run quand même intéressante de voir. On voit sur YouTube la photo qui pleure. Puis, tu sais, évidemment, c'est dur de tout mettre dans l'ordre ce qu'a fait à WWF, mais évidemment, la raquette, moi, je trouve la raquette, ça a été tellement quelque chose de puissant, quelque chose de remarqué. Puis, genre, Jim Cornette, pour vrai, ça a été au micro, là. Il est dur. Il est pas, je pense qu'il n'est pas aussi bon que Paul Heyman dans la subtilité, parce que Paul est capable d'être over the top et subtil et calme. Je pense que Cornette n'est pas capable de jouer le rôle plus calme, plus subtil. Mais, tu sais, il est pas loin. Il est-tu dans ton top 5 des managers, toi? Jim Cornette ou plus loin un petit Cornette? peu? Un petit peu plus loin, hein, je pense. S'il est dans mon top 5, il est peut-être genre 4-5 peut-être. Je pense pas qu'il soit dans les Vers top. la Là. fin du top, là, ouais, c'est ça. Ouais, mais il a sa place facilement dans les top 5. Bah, objectivement, surtout, là, c'est sûr que oui. Mhm. Là. Peut-être pas goût personnel, préférence, là, mais objectivement, tu n'as pas besoin de mettre dans ton top 5 ou dans ton top 6-7 maximum. Minimum. Ouais, exact. Puis, mettons, toi, ton meilleur moment en tant que manager WWF seulement, là, c'est quoi sa run qui t'a le plus marqué et intéressé? Peut-être storylinement parlant aussi, ça pourrait être là. Ah, ben moi, c'est plus une promo qu'il avait faite. OK. C'était une promo qu'il avait faite dans le temps de Survivor Series 93. Ben, dans le fond, au show Survivor Series 93, là, où ce qui Mhm. parlait évidemment avec Tom Pennegill et son équipe. Là. Puis il avait parlé de l'équipe de Lex Luger. Il était contre Lex Luger, Taker, puis les Steiner Brothers. Puis il a fait une promo sur eux autres, puis il était vraiment, vraiment fucking bonne. C'est vraiment une des meilleures promos de manager que j'ai entendu dans ma vie. Là. Fait que, puis c'est minime, là, c'est pas, c'est Survivor Series 93, c'est pas arrivé à WrestleMania 20 ou la fin de même. Là. Mhm. Mais pour vrai, j'ai adoré ce promo-là.
Puis ce qui était fun avec Cornette, c'est qu'il était drôle. Là, il était capable d'avoir d'un cadre par les babyface. Puis c'est Sean, Sean il avait bien ça, l'enfant à l'extérieur du ring avec les culottes. C'était malade. Ouais, il y a son association avec Vader. Ouais. Il y Qui... avait des faciales incroyables aussi, Jim Cornette. Là. Ouais, exact. Il était. Ben, c'est ça, je dis. Lui, on voit ce que Heyman fait dans les années. On connaît Heyman avant, il en faisait aussi, mais on voit beaucoup plus son travail qui est plus. Là, le public est plus large à cette heure, fait que plus de monde le voit. Mais il veut plus accès à la comédie, Jim Cornette, que Paul Heyman, même Ouais, s'il en fait Paul exact. Heyman aussi, là, surtout ces dernières années. Là. Il est très bon pour se ridiculiser. On va dire ça comme Ouais. ça. Là. Il n'a pas peur du ridicule. Fait que. Ouais. Ouais, sinon, Vader, mais moi, pour vrai, je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment son association avec Yokozuna. Parce que Yokozuna, c'est un personnage vraiment que il fallait pas qu'il parle. Même s'il avait pu parler, il aurait pu parler, mais je trouve qu'il fallait pas qu'il parle. Puis, évidemment, avec Monsieur Fuji, tu sais, c'était parfait. Là, tu sais, c'était vraiment un contraste de manager. Fait que le fait que, oui, ils pouvaient travailler ensemble, mais que aussitôt que ça marchait pas, c'est de la faute à un ou à l'autre. Là, tu sais. La seule affaire, par contre, corrige-moi si je me trompe, il n'a jamais managé le World Champion WWF. Non, il y avait Bulldog qui était en contention beaucoup de fois aussi quand il était avec lui, puis Yoko aussi un peu, mais Ouais. Vader aussi, évidemment. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu à son pedigree de ce temps-là, parce que je pense que ça aurait pu être un bon, peut-être pas un champion long, mais un champion de transition, ça aurait été bien avec Cornette, je pense. Mais Ouais. c'est question de circonstances. Là. En fait, tu dis ça, mais Cornette était avec Yoko quand il était champion du monde, il était avec Ouais, c'est Yoko. vrai. Là. T'as raison. Puis, Ouais, t'as raison. parce qu'il était l'American spokesperson de M. Fuji pour faire les Ouais. promos à sa place. Là. Puis il était avec lui, mais il n'a pas gagné la belt avec Yokozuna. Il est arrivé après, évidemment, mais quand même, Mhm. il était là pareil. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas tout bon ce que Cornette a fait aussi non plus. Là. Non, Oui, il y non. avait. Pas que c'est sa faute à lui, absolument pas. Là. Mais tu sais, Luminal Express, même si j'aime l'équipe et je trouve leur tourne était 40, Ouais. pas de grand-chose. Il y a l'invasion de NWA qui était pas bonne aussi, même s'il y avait Jeff Jarrett dedans. Tu sais, il y a cette affaire-là. Aussi, il y avait eu les Arabian Headhunters qui étaient là avec eux autres aussi. Il a fait une couple d'affaires avec eux autres, mais il n'a jamais été vraiment bon. Là. Puis aussi, il était manager du monde comme genre Mentor aussi. Là, c'est pas tout le temps du bon monde partout. Là. Même si ça, Mentor, il a dit que c'était un rib contre lui là, que Vince y avait fait là, pour le niaiser. Là, parce que Mentor, il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte avec ça. Là. Il a dit on va le mettre avec lui pour le niaiser. Puis ça, en gros, c'est ça. Oui, il a fait une couple de bonnes affaires avec Yoko, Vader, Owen Hart, le Bulldog. Il y avait des bodies aussi un peu. Mais sinon, il y a beaucoup d'affaires qui étaient vraiment pas bonnes aussi qu'il a faites. Malheureusement pour lui. Ouais, puis je pense que c'était moins pick and choose là, dans ce temps-là. Tu avais du monde que tu savais pas trop quoi faire avec, puis tu voyais peut-être un certain potentiel ou quelque chose. Tu envoyais ça que un manager pouvait avoir 7, 8, 9 poulains, puis en l'espace de quoi, 3 ans. Là, fait que tu pouvais te ramasser avec. Te manager 9 gars en 3 ans, puis évidemment, c'est plus le volume que la qualité que tu as en tant que tel. Là, fait que je trouve que ça aide pas à. Ça me fait penser un peu dans le temps où ce que Paul Heyman, on le trouvait tellement bon, puis il fait tellement de belles choses avec Brock. Fait que là, tu voulais y envoyer Curtis Axel, tu voulais lui donner des gars parce que tu disais, deuxième génération, troisième génération, il est jeune, il a du talent. Avec Paul Heyman, ça va être de l'or, mais des fois, ça marche. Ça marche pas de même. Là. C'est pas tout le monde que tu peux transformer en or, même si tu es le meilleur manager au monde, tu es le meilleur mec du monde. Ouais. Sinon, évidemment, il a aussi animé Monday Night Raw comme commentateur pendant quelques temps, quelques émissions aussi. Il en a fait avec Vince, si je ne me trompe pas. Il était avec Et Shane aussi à Sunday Night Heat. ouais, c'est vrai. J'oublie ça, mais ouais, c'est vraiment vrai. Shane, évidemment. Ben, Shane, il tapait ses nerfs comme commentateur, par exemple. Je me Il était souviens, pas on a bon. fait un show, là. Il était pas bon. Vraiment pas, là. Il n'y avait pas de père dans le nez pour ça. Non. Et évidemment, il va faire beaucoup de formation puis de recherche de talent en travaillant dans l'équipe créative avec Vince McMahon.
Puis c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup plus que de voyager aussi souvent sa route avec la WWF. Ce qu'il aimait, lui, c'est découvrir du nouveau talent, pousser des idées créatives. Je pense que selon ce que j'entends, selon ce que lui dit, puis un peu partout ce que je lis, c'est que lui, c'était vraiment l'affaire qu'il préférait le plus. C'était vraiment former du talent, puis de trouver des futures vedettes, puis de leur donner la bonne direction pour réussir dans cette business-là. Ouais, puis il aimait pas ça vivre à Stanford non plus. Là. Il le dit souvent dans ses podcasts là, qu'il trouve ça Ouais. dégueulasse là-bas. Puis... Puis c'est pour ça qu'il est retourné, lui, dans le sud. Ouais. Évidemment, il y avait des collaborations. Jim Ross, qui était devenu à ce moment-là, si je ne me trompe pas, il était devenu le head creative Talent Relations. Talent Relations. Fait que des fois, il envoyait du monde dans le sud à Cornette pour qu'après ça, il fasse le scout, là, si on veut, pour Ouais. après ça, le dire à Jim Ross pour que le WWF l'engage ou l'engage pas. Son éclaireur. Son éclaireur, exactement. Puis ça s'est passé à Louisville, fait que, de juillet 99 à peu près, dans l'été 99. Puis ça s'appelait le programme officiel de la WWE. Là, c'était comme, il avait comme mis un poste pour Jim Cornette pour faire ça. Après ça, il va s'associer avec un de ses amis de Memphis Wrestling, Danny Davis, évidemment, qui était censé être là au 80s Wrestling Con. C'était pas le même? C'était pas lui? C'est pas le même Danny Davis, c'est un autre Danny Davis. C'était pas l'arbitre? Non, je sais, j'ai fait l'erreur moi-même au début que je pensais que c'était le même gars, puis c'est pas lui pantoute. Mes excuses, merci. TJ est là pour ça. C'est son rôle. Qui avait fondé l'Ohio Valley Wrestling en 93, une école de lutte de promotion locale, évidemment, avec le vétéran Rip Rogers comme entraîneur principal de l'école. Donc, pour faire une promotion quand même prestigieuse là, qui a été là un bon bout de temps. Puis, qui est encore là avec d'autres management ou avec Al Snow. Là. Exact, qui a survécu. Ça a été un peu le NXT à un moment donné pendant des années aussi. Là. Il est encore là, Mickey James, il se l'avait engagé une couple d'années pour être. Ouais. Ben, l'année passée, en fait. Ok, Mais ouais. j'ai pas. Pour vrai, elle n'est plus à la radio non plus. Je pense qu'elle fait ses petits projets. Elle a fait de la musique encore aussi. Ouais, j'ai vu. Ben, elle fait ce qu'elle veut. Mickey James, elle a le choix de. Elle est rendue dans sa carrière. Là, fait que... Absolument. Mais je ne m'étonnerais pas qu'elle pop à WWE dans un Rumble ou peu importe. Ben, je pense pas que full-time elle va revenir comme je pense que sa carrière de lutte, elle l'avait dit, c'était pas mal fini. Puis c'est correct, là, à un moment donné. Ton corps vieillit aussi. C'est pas tout le monde qui veut lutter tout le temps. Non, c'est vrai. Puis ils font bien. Fait que c'est ça. Fait que l'association, évidemment, comme tu dis que après ça, ça a été le NXT, ça s'est poursuivi et All Snow aujourd'hui, qui est évidemment la fameuse série sur Netflix qui avait fait jaser, qui a donné une bonne visibilité aussi. All Snow qui était un très bon coach, là, qui avait fait partie de la production de Tough Enough aussi. Là. La série Wrestlers. Ouais. Fait que allez voir ça si vous êtes intéressé. Puis pour vrai, c'est le monde de la lutte pour ceux là, qui ne connaissent pas ça, puis qui voient ça de loin, puis que beaucoup de monde trouve ça drôle, la lutte, parce que évidemment, c'est un gros spectacle. Des fois, c'est un gros cirque. Mais quand vous vous mettez à l'intérieur, puis moi, là, des fois, j'ai cette réflexion-là, puis j'ai eu cette réflexion-là samedi, là, 2 semaines, quand j'étais au sommet de la lutte, là, parce que, évidemment, j'avais été super bien traité, puis ils m'avaient mis c'était un vestiaire de hockey, fait que j'étais backstage pour faire toutes mes affaires. Donc, pendant les matchmaking, j'étais là, je pouvais voir, je pouvais parler à du monde. Tu sais, c'est correct, là, c'est tout du monde qu'on a déjà parlé, puis il n'y a rien d'impressionnant en tant que tel parce qu'on les connaît, là, tu sais. Mais, tu sais, des fois, tu vois des choses, tu entends des choses, tu parles à des. Tu sais, c'est différent. Puis des fois, je me dis, j'aime ça, mais des fois, je me dis, j'aimerais mieux pas être là. Regarder la magie un peu quand tu Ouais, moi, tu sais, c'est un peu comme Hogan. Tu sais, on voit tout ce qui arrive aujourd'hui, puis évidemment, c'est public, là, c'est correct, là. Mais tu sais, Triple H, je suis pas dupe, là. Je sais que c'est pas un ange, là. Mais tu sais, what? C'est pas un ange? J'aimerais ça le rencontrer, mais est-ce que j'aimerais ça être à ses côtés 24 heures sur 24? Je pense pas. Je pense que ça tuerait mon
mon idée de lui, tu comprends? Quand t'aimes quelqu'un, je trouve que c'est... Faut pas rencontrer ses héros qu'ils disent souvent. Exactement. Fait que des fois, j'ai eu cette pensée-là en revenant en char tout seul. C'est plate de faire de la route tout seul, là, c'est pour vrai. Ouais, c'est sûr. J'avais cette pensée-là, j'étais comme, j'aime-tu ça à ce point-là? Fait que, ouais. D'être là. Fait que... On était au McDo Puis, en gang après NWC. j'aurais pu rester et aller au McDo, moi aussi, mais Mhm. j'ai pas. Des fois, je suis comme, bah. Ben, nous autres, parce qu'on fait tout le temps ça, moi et Kevin. Fait que ça se Mhm. trouve que cette fois-là, on était genre une dizaine, à peu près. Fait que... Shout out à Mitch Thompson puis Heavy Rocks, que j'ai passé des belles discussions avec eux autres. Absolument, je suis pas surpris. Des bonnes personnes. Un bon. Comment il dit? Des bonnes personnes. Belle personne, belle région. Exact. Évidemment, il va y avoir les émissions de la TV aussi de la Ohio Wrestling qui ont produit quand même une émission de télé pour préparer le talent de la WWF à s'en venir à la télé pour savoir c'était quoi lutter devant une télévision, de les pauses commerciales, les trucs comme ça. Fait qu'il va y avoir plus de 300 épisodes qui vont avoir été faits pour la OVW d'une heure. Puis 4 émissions, 2 heures spéciales prime time. Fait au total, il va avoir fait 750 événements de 99 à 2005 dans les émissions de télévision que Jim Cornette va commenter, produire, qui va évaluer pour la WWF pendant ces années-là. Fait que c'est quand même... je pense qu'il n'a pas été là tout le long, mais c'est quand même... Non. Mais il est jusqu'à là qu'il se fasse mettre dehors. Là. Ouais, mais ça... Non, mais ça vaut à lui. Là. Qu'est-ce qu'il a fait? On était pas là. Il a rien fait, Jim Cornette. On était pas là. Hey! Mais, Il a rien fait, motherfucker! Ah, il t'a fait de quoi, mon esti? Non, c'était avec Santino Marella. Là. Je sais pas si t'as entendu cette histoire-là. Qu'est-ce que Vas-y, avec je Santino? te laisse compter. Ben, tu l'as entendu, oui? Non, c'est plutôt ce que je bon, te laisse compter. Non, parce qu'à l'époque, quand il commençait au VW, Santino Marella, ben c'est ça, il était genre un extra dans la foule. Puis c'était un segment avec le Boogeyman. Puis il fallait qu'il fasse comme s'il avait peur, évidemment, parce que le Boogeyman, c'est un nouveau personnage qui veut faire comme un épeurant. Puis Santino, ben lui, quand c'était dans son spot, il riait, puis il était de côté en train de rire, puis il jouait pas son rôle comme du monde. Puis c'est là que Cornette, après le segment, il l'avait envoyé chier, puis il arrêtait pas de se laper dans la face, puis c'est le même après ça qu'ils l'ont mis dehors. Là. Fait qu'il a bullié Santino. Puis une couple d'années même, fait un bout quand même, avant la pandémie, je pense. Mais il y avait une convention parce que Cornette et Santino étaient à la même place, puis il a fallu qu'ils sortent Cornette ou Santino, pas qu'ils se pognent, ou je sais pas toi. Ouais, tu checkeras sur Internet, là, c'est disponible quelque part. Là. Mais c'est plus Cornette qui voulait, je sais pas, voulait faire son show, whatever. En tout cas, il y a ça. Parce qu'il devait être en crise d'avoir perdu sa job à cause de Santino Marella. Ah ouais, sûrement qu'il a dit Motherfucker! Mais ça m'étonne que Vince ait dit, à moins que c'était vraiment exagéré et qu'il n'y avait pas eu le choix. Là. Ben là, si maintenant tu slappes quelqu'un qui apprend, whatever, des écoles, c'est comme si, mettons, toi, en 6e année, tu comprends pas le 3 plus 3, mettons, là. Ben, t'as pas en 6e année parce que tu vas savoir 6e année, là. Ton première année, elle te demande 3 plus 3, puis tu dis 7, puis elle met une claque sur la gueule parce que tu comprends pas c'est quoi, ben, je pense pas que ce prof-là va garder sa job bien longtemps. Moi, je trouve qu'il y a quand même des tables sérieuses qui se perdent. Là. Il y en a qui n'ont pas. Ouais, mais là, faut pas exagérer, là. T'es pas maman de correction, t'es à l'école, là. Ben, il y en a qui sont allés à l'école dans une maison de correction. Ouais, mais c'est pas justement. Si serait moi ça taper sa gueule au primaire, peut-être qu'il serait pas là-bas. Fait que t'es en train de me dire que t'es pas pour ça. Je suis contre. Toi, t'es contre le fun, dans le fond. Mais non, absolument pas. Je suis pour le fun. Mais raisonnablement. OK. Monsieur Fun? Non, pas pour ça. OK, parfait. Et évidemment, ben, il va aider aussi avec cette école-là de la formation de jeunes talents qui vont s'en venir par la suite, dont John Cena, Brock Lesnar, Batista, Randy Orton, Shelton Benjamin et j'en King passe. Extra. Ouais. Ben, c'est encore un agent aujourd'hui, je pense, hein? Ben oui. Ou non, je pense qu'il est plus là, par exemple. Il est encore là? Peut-être. Il me semble que je l'ai vu la dernière fois. Mais c'est drôle, là, les lutteurs qui sont agents de WWE, c'est comme genre les coachs au hockey, là.
le temps des joueurs nowhere qui pop-up out of nowhere. Là. Ah, comment ça Travis Green s'est rendu un coach? Comment ça qu'Alain Asredine s'est rendu un coach? Quoi cette histoire-là? Mais tu sais, les meilleurs joueurs puis les joueurs élites ou Ouais, ça veut rien dire, ça. De quoi? Non, mais tu vas parler de Wayne Gretzky, genre, mettons, que quand il était coach, il était non. pourri, puis... Je veux juste dire que ces gars-là, c'est du talent pur qui marche par instinct. C'est pas des gars qui ont étudié la game, là, tu sais. À part peut-être Crosby, qui est un autre animal, là. Tu sais, Ovechkin, là, un plan de match, lui, c'était juste m'envoie là, shoot, puis ça rentre, là. Ben, tu sais, si, mettons, tu m'aurais dit en 2002 que Martin Saint-Louis serait un coach à la NHL, je t'aurais dit, ben, t'es fou dans la tête, toi. Il n'y a personne qui peut prédire ces affaires-là, les affaires de même. Là. Ben, tu ris, mais Martin Saint-Louis avait quand même l'air d'un joueur plus intelligent que les autres. C'est un exemple, quand même, que je te donne. Ça peut être n'importe quel joueur. Ça peut être un joueur X, ça peut être Donald Brescher, ça peut être n'importe qui, là. Ouais, lui, je suis content qu'il soit pas coach, parce que... ouais. Ben, avant que McSorley donne un coup sur la tête, il était correct. Après ça, évidemment, tu as parlé du renvoi de Jim Cornette de WWF. En 2006, Cornette va joindre à TNA Wrestling. Il y a beaucoup de monde qui était peut-être pas au courant de ça. Ben, ceux qui sont des vrais fans de lutte le savent, là. Mais c'est pas tout le monde qui sait ça. En tant que manager, évidemment, à l'antenne, et va reprendre ses chapeaux de producteur télévisuel en coulisses. Évidemment, le lien avec Jerry Jarrett et Jeff Jarrett est là parce que c'est lui qui a donné, c'est son père qui a donné sa première chance véritable à Jim Cornette. Fait que je trouve ça cool. Là. Jarrett, pour moi, Jeff Jarrett, c'est un peu comme Cody Rhodes. Là. Il est très respectueux du passé puis de l'histoire. Puis il intègre ça dans la lutte moderne. Là. Fait que, Respects his roots. Exactement. Il va travailler à peu près sur 150 épisodes d'Impact sur les réseaux Spike, évidemment, que nous, c'est vraiment le réseau qu'on a connu beaucoup dans le temps qu'on écoutait Impact. C'est avec ça qu'on a grandi vraiment avec Impact. Là. C'est le seul temps avec les pay-per-view qu'on a écouté vraiment sur une base religieuse, je te dirais Impact. Là. Ouais, c'était bon. Moins que la WWE, évidemment, là, mais quand même. Ouais. Et une trentaine de pay-per-view. Évidemment, c'est Jeff Jarrett qui avait recruté Jim Cornette quand il avait su qu'il était agent libre. Et comme je disais tantôt, avec Kristen Jarrett, Jerry Jarrett, l'histoire était déjà là. Éventuellement, ils ont été chercher Vince Russo éventuellement pour le faire chier, là, mais fait que c'est ça. Non, ben c'est parce que c'était plus l'axe. Dans le fond, c'est que il y avait un conflit avec l'actionnaire majoritaire en 2009 de la TNA. Dans le fond, c'était la famille à Dixie Carter, là, le père de Dixie Carter. Fait qu'il y avait. C'était eux autres qui avaient. Je me souviens pas du nom de la compagnie, je l'ai nommé la Panda Energy. Merci. Tu vois? Moi, mon cerveau, il est capote. C'est correct. Faut juste que, des fois, il faut juste que tu fasses comme ça, je suis revenu. OK. J'en perds des bouts, mon chum. Là, tu as rendu un âge, même aussi, j'en perds des bouts des fois. Je suis pas dans le lutte. C'est tout. La seule affaire que je perds pas des bouts. Mais notre rencontre l'autre jour avec Kevin, il n'y avait pas tard des commotions. Je pense que c'est plus ça que l'Alzheimer. Je pense que j'ai tombé sur la tête une couple de fois, puis ça m'a touché un peu plus. Ouais. Hein? Quoi? Non, mais il y en a qui peuvent tomber sur la tête 40 fois, puis ils n'ont rien. Il y en a qui tombent 2 fois, puis sont. Capote. C'est ça. Fait que, faites attention à vous. Et vous. Et vous. Et vous. I blame wrestling. I blame you, motherfucker! Aussitôt que j'arrête de parler de lutte ou d'écouter de la lutte, ça. C'est comme Benny. Benner ou Benny? Benny. C'est Benny Hill? Non, pas Benny Hill, ça c'est un. Non, c'est Weekend chez Bernie. Bernie, c'est ça. Une semaine après avoir quitté TNA, après ça, en 2009, il va faire ses débuts à la Ring of Honor au Manhattan Center de New York, évidemment, qui va être le premier producteur exécutif de la promotion. Puis, dans le fond, ça, c'était Carrie Silkin qui avait cette promotion-là. Puis, c'était un des bons amis à Jim Cornette. Puis, Cornette avait accepté le rôle pour aider la compagnie à survivre, puis évidemment avec les contacts, puis la renommée de Cornette, ça a un peu aidé la compagnie à générer certains revenus pour, après ça,
évidemment, suscité l'intérêt de Sinclair Broadcast Group qui avait acheté la compagnie en 2011. Ouais, vas-y, Ça, c'était un coup monté de Sinclair? un coup monté par Cornette. Fait que Jim Cornette a participé à la vente puis a été responsable aussi pendant quelques temps des relations, évidemment, avec le talent, puis il a fait le pont avec la télévision parce que il y avait plus de 60 stations de télévision, radio avec Sinclair. Puis il a été là pendant les 18 premiers mois jusqu'en fin 2012. Puis il était mécontent de la direction et il était surtout épuisé de ses 30 ans dans la lutte professionnelle et avait le goût de passer à autre chose. C'était pas genre le dernier... ROH Hein? HDNet, mettons. C'était pas ça Ouais, dans cette époque-là. exact. Ouais. Puis ils ont décidé de se séparer d'un commun accord avec Sinclair. Puis dans le fond, c'était le dernier poste temps plein vraiment dans le monde de la lutte pour Jim Cornette, là, qui a vraiment participé activement à une promotion de lutte à travers sa carrière. Il a fait quelques apparitions en 2013, des courtes périodes. Son retour à WWE pour une soirée en 2017 aussi afin d'introniser le Rock'n'Roll Express au WWE Hall of Fame. Sinon, présentateur de l'antenne d'Impact pendant 12 semaines en 2017. Il a été aussi un des commentateurs color commentary pour la MLW TV sur Ben Sports pendant 26 épisodes en 2019. Puis il a participé aussi au 35e anniversaire des Midnight Express en 2019. Là, il y avait une petite tournée des Midnight Express qu'ils ont faite en 2019 ensemble. Cornette a participé à quelques dates de cette tournée-là parce qu'évidemment. C'est pas ça que tu parlais tantôt? De quoi? Ben, tu disais qu'il a fait une affaire avec Smoky Mountain ou je sais pas trop pour le. Ouais, j'ai peut-être mélangé ça avec le truc que tu parlais de WWE. Là. Ouais, peut-être. Puis c'est ça. Fait que Jim Cornette, c'est un personnage coloré qui n'a pas la langue dans sa poche. Des fois, il dit des choses que, bah, moi, ça me fait toujours un peu penser, tu sais, mettons, les vieux mononcles, les grands-mères, les grands-pères qui disent des affaires qui se diraient pas aujourd'hui. Son opinion, des fois, peut être un peu tranchée. Ouais, tranchée. Puis tantôt, je parlais du panel. C'était en 2016. C'était lors d'une convention en Angleterre, à Londres, plus précisément. C'était un genre de pay-per-view convention sur Internet qui avait été diffusé à partir de Londres. Sinon, évidemment, il a fait quelques apparitions à des fanfests, à des Comic-Con. Aussi, on a parlé tantôt au début du podcast. Il est maintenant podcaster depuis quelques années. Il a été beaucoup plus reconnu pour avoir son beef avec Vince Russo à travers les médias, mais c'est quand même un des podcasts de lutte les plus écoutés dans le monde entier. Là. Lui puis Busted Open, je pense que c'est numéro 1-2, si je ne me trompe pas. Là, le Cult of Cornette, c'est sa compagnie à lui, mais il y a ça, puis il y avait Something to Wrestle With aussi, là, évidemment. Ouais, que lui, il a un petit peu descendu avec les années. Là, mais... Surtout depuis que Pritchard n'est pas tout le temps là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis évidemment, il y a aussi. T'as pas l'histoire avec du Dairy Queen? T'as pas ça dans tes. L'affaire de l'avion, là? Non. C'est l'affaire de Dairy Queen. Là. Maintenant, il y a un show qui revient dans la Smoky Mountain Wrestling. Puis ils font une affaire chez Wendy's. Puis le Dairy Queen. Puis dans le drive-thru. Puis je l'ai pas. Attends, je l'ai-tu? Dairy Queen Incident, c'est une affaire qui était quand même connue. Là, puis il était avec Jericho, Lance Storm, puis une couple de gars aussi là, dans le char. Puis je pense qu'il voulait avoir de quoi, puis la serveuse n'en avait pas, puis il était en tabarnak, puis il a fait une promo sur elle. Là. Il était vraiment fâché. Là. Peut-être en 91, 92. Non, je ne l'ai pas dans mes affaires. Ben, c'est pas mal ça que j'ai dit. Là. C'est pas mal ça l'affaire de Dairy Queen Incident. C'est drôle, c'est une promo. Il y avait genre côté une promo contre la fille live, là, puis tout. C'était bien comique. Là. OK. Puis son podcast, il a été créé en 2014, son premier podcast. Fait que c'est quand même pas peu. Puis comme je disais tantôt, il a été. C'est Experience en premier, hein, c'est ça? Ouais, après ça, c'est le drive-thru qui a suivi en 2021, je ne me trompe pas, un petit peu pandémie, dans le fond. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un bon temps pour ça. Puis il a aussi écrit 4 livres, dont le Midnight Express, 25e anniversaire,
Scrapbook 2009, que dans le fond, il y a eu 5000 exemplaires seulement. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Papers and Pins aussi qui raconte son adolescence. Il a vendu ses photos. Dans le fond, c'est un peu son histoire avec les photos. Tout ce qu'il a fait à travers le monde de la lutte avec ses photographies. Puis, un peu une genre de biographie, dans le fond, si on veut. OK. Mm-hmm. Fait que c'est pas mal ça. C'est un historien aussi, là, un historien de lutte. Oui, c'est connu dans les Vice TV, il a fait des documentaires. Il était beaucoup dans Dark Side of the Ring. Dark Side of the Ring, ouais, c'est ça. Il est souvent un des gars qui est tout le temps là, pratiquement. Là. Puis il a fait des affaires pour Vice TV, puis il était dans sa cave, dans son sol, puis genre, il y a plein de vieilles affaires de lutte. Là. C'est comme nous autres, là, mais lui, c'est vraiment des vieilles affaires. Là. Mais pour vrai, c'est impressionnant à Chris. Là. Puis il a connaît à Chris la lutte Jim Cornette. Là. Il est vraiment, vraiment, vraiment bon là-dessus. Ouais. C'est une bonne tête de lutte, évidemment. Il a participé, il sait comment que la TB marche, il sait comment le côté créatif marche. Il a été aux côtés de Vince McMahon dans son prime de génie créatif aussi. Fait que. S'il veut, là, je le challenge dans un quiz. Ça serait fou, man. Ouais, justement, ça serait fou. Quel genre de question que c'est ça, motherfucker? Ouais. What are you talking about? I don't know this shit. I don't understand a word of this guy. God damn. You Pat Patterson, motherfucker. Fucking French. Fait que Jim Cornette qui va fêter, il est rendu à quasiment 66 ans, il a 65 ans. Fait que t'es quand même jeune, là, il est quand même pas si vieux que ça. Là. Non. Donc, j'écoutais une affaire avec lui la semaine passée. C'était un genre de vidéo avec Greg Oliver. Puis il faisait sa shitlist du monde qui est dans son top 5 du monde qui détestait le plus. Puis le premier, c'était Vince Russo, évidemment. Puis il disait là-dedans que sa mission dans la vie, c'est de vivre plus longtemps que Vince Russo pour pisser sur sa tombe, mais qu'il crève. c'est ça qu'il veut rester en vie, qu'il dit. Wow. Mais c'est vieux, cette affaire-là. Ça fait au moins 10-15 ans de cette affaire-là. Là, fait que... Puis, tu sais, si on veut revenir un peu dans l'histoire aussi, quand tu as parlé tantôt de la NWA, l'Invasion, il y avait managé Dan Severn aussi. Ouais, Dan Severn, Barry Windham, Rock'n'Roll Express, Jarrett, évidemment aussi, Nouvelle Express. Puis pas mal ça, là. Il a fait une couple il y a un bon résumé de lutteur. C'est juste que des fois, c'était pas la bonne situation pour les lutteurs. C'est comme Barry Windham en 98, on s'en calisse un peu. Là. Pour pas être méchant, là, mais. En tout cas. Oh ouais, ben oui, mais c'est ça. C'était passé. Passé de date. Il a fait une apparence aussi à la ECW en 97. Ouais, puis aussi. Avec Gary Lawler puis Tommy Dreamer. Là. Ouais, puis WrestleMania X7 aussi, dans la Gimmick Battle Royale aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ouais. Puis pour ceux qui regardent la lutte moderne, c'est ainsi, évidemment, on sait que Adam Pearce, c'est le general manager de Raw. Il a été avec Adam Pearce aussi à Ring of Honor, dans le ring avec lui, puis dans le temps que Pearce était à Ring of Honor. Fait que, ça, c'est cool. Daddy. Tu souviens-tu de Ring of Honor, Adam Pearce, qu'est-ce que le monde niaisait? Rappelle-moi. Il disait que c'était le Repo Man, il ressemblait au Repo Man. Ah non, ça je savais pas par contre. La faute tout le temps Repo Man dans ses matchs. Ouais. Puis tu sais, évidemment, c'est cool. Là, à chaque fois qu'on reparle d'un personnage coloré, d'un manager, parce que oui, on l'a connu pas comme manager, mais tu sais, je pense que c'est plus un producteur, puis un booker, puis un booker manager, je dirais. Ouais. Oui, son rôle principal à la télé, c'est manager, mais je pense qu'il a apporté beaucoup plus en arrière-scène que devant la télé, là, selon moi. Là. Ah ouais. Évidemment, il a formé beaucoup de monde, puis c'est un art, là, faire ça. Là, oui, on est tous capables de mettre deux gars dans un match, puis faire que c'est le meilleur match. Sur une feuille, c'est le meilleur match du monde, mais la lutte, c'est plus que ça. Là, il y a une profondeur quand même à faire un match de lutte. Là, fait que, Fait que, puis, à chaque fois qu'on fait, comme je dis, un manager ou un personnage coloré comme ça, ça me dit toujours que ça me manque d'avoir ce genre de personnage-là dans le monde de la lutte, même aujourd'hui. Je pense que AEW avait ramené quelque chose de nostalgique qui était très intéressant à l'époque. Puis que j'aime pas AEW, fucker, c'est de la merde, mais pour vrai, il y en avait trop, mais c'est quelque chose que je pense que bien fait, bien dosé, bien.
t'as Paul Heyman, là, mais je veux dire, à part ça, je trouve qu'il y aurait moyen de ramener cet art-là. Je pense que c'est quelque chose qui est intemporel, un manager, quand c'est bien fait. Ouais, ça a sa place encore, évidemment, dans le monde de la lutte, même si c'est laissé plus dans le back burner depuis une couple d'années. Mais bon, un peu comme la lutte en équipe, là, pas de partout, là, mais à la base. Là. Mais non, c'est sûr que c'est un bon manager, c'est toujours intéressant. Surtout pour le monde qui ne peut pas vraiment faire des promos, là, qui ont de la misère côté charisme. C'est parfait pour eux autres. Oui. Évidemment, tu sais, la raison pourquoi il a parti son podcast puis s'est éloigné du monde de la lutte un peu, c'est que évidemment, son opinion très polarisante, sa vision des choses avec la lutte d'aujourd'hui ne marche plus parce que c'est un old school guy, puis on l'a vu avec Vince, on l'a vu avec plein de monde. Je veux dire, à un moment donné, on passe à autre chose. Je pense que leur opinion, à certains niveaux, je pense qu'elle est encore très bonne aujourd'hui. Il y a certaines affaires, je suis sûr qu'ils ont pas mal raison. Ben oui, tu as un fond de vérité à tout, des fois, ce que quelqu'un dit. C'est parce que des fois, c'est la façon qu'il dit qui n'est pas tout le temps appréciée. C'est un mix. Tu as besoin Ouais. d'avoir des vieilles idées mélangées avec Ouais. des nouvelles idées pour faire un bon roulement. Là, mais Jim Cornette, là, c'est parfait quand son podcast, là, quand il parle pas de lutte actuelle. Lutte actuelle, il en parle, pas toute fois, il chante trois quarts du Comme temps Rousseau. là, sur quelque chose, là, ou Rousseau. Mais quand tu l'écoutes pour parler de la vieille lutte, des histoires quand il était dans WWF, les affaires même, c'est de l'or en barre pour vrai. C'est vraiment le fun à écouter. Puis tu pourrais même si c'est long quand il parle, c'est tout ça. Il peut faire une promo de 5 minutes en 1 heure, là, mais c'est tout intéressant, peu importe ce qu'il dit, qu'il soit en train de niaiser, en train d'insulter du monde, tout en divertissant, puis c'est quelque chose, le gift of gab qu'il y a, puis il y en a pour genre 10 personnes en même temps. Oui, toujours intéressant de quelqu'un qui était dans le business dans les années de l'art, tu sais, les années d'or de la business. Puis, les belles années. Oui, exact. J'ai niaisé souvent à propos de cette biographie-là qui s'en venait de genre, on ne l'aura pas au podcast pour vrai, mais tu sais, faut jamais dire jamais parce qu'on a vécu des affaires qu'on pensait jamais vivre. Fait que si un jour on a la chance, je dis pas qu'on va cogner à sa porte à tous les jours, mais c'est sûr que si un jour on a la chance d'interviewer Cornette, on va peut-être lancer une perche à un moment donné. Si ça donne, je tant pense mieux. que c'est plus lui qui veut pas faire les affaires la même, je pense. Il est assez occupé avec son podcast, puis il veut plus se déplacer qu'il dit, là, ça fait des années qu'il dit ça. Il veut plus se déplacer. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui est facile pour lui de faire, sinon ça l'intéresse pas. Il a le droit, en même temps, il a fait sa vie, il a fait son argent, il a fait sa gloire, fait que, il peut bien prendre ça comment qu'il veut pour le reste de sa vie. Là. Ben oui, s'il peut vivre de ça puis s'amuser avec ça. Par contre, lui, il se déplacera pas, mais nous, on est capable de se déplacer. Ouais, mais là, ça ne se passera pas chez eux quand même. Là. C'est où le Kentucky, motherfucker? Il y en a un sur Pep. Non, c'est pas Fait que c'était la biographie du très coloré et polarisant Jim Cornette. Motherfucker! Double cheese! Double mayo! Avec l'histoire du gars qui sonne à sa porte, puis que, tu sais qu'on avait écouté en char avec Dave. Ouais, avec le gun, là, il disait, se rendre chez nous. Ouais, en tout cas. Wow. Ouais. Fait que c'est ça, mon cher DJ. Ouais, ça va conclure la bio de ce mois-ci, Jim Cornette. Puis évidemment, on va parler des prochains rendez-vous du podcast. Puis on le sait, il y a une bio à tous les mots presque au podcast. Fait que Jim Cornette ce mois-ci, pour le mois de juillet, ça va être cet homme-ci. Évidemment, Ron Simmons, Farouk, le premier Afro-Américain champion du monde dans l'histoire de la lutte. Donc, évidemment, Ron Simmons, Farouk, vous l'avez connu avec APA, vous l'avez connu peut-être à WCW, peut-être un peu moins. Évidemment, le fameux Damn à travers les années. Donc, Ron Simmons, évidemment, c'est plus la nation de domination aussi qui a été moi, mon premier contact avec lui en tant que jeune amateur de lutte, évidemment. Et l'histoire complète de la Nexus, la première mouture de la Nexus, et évidemment tout ce qui s'ensuit après de l'histoire de ce beau carré jaune. Cette affaire-là que c'était ma faction de lutte préférée ever? C'est-tu ta faction préférée de lutte ever? Ben, il y a ça, puis Undisputed Era aussi, là. Pas mal mes deux. Plus que NWO puis DX? Ouais, mais c'est pas parce que c'est pas mon préféré que j'aime pas ce qu'ils ont fait, là. Mais oui, je sais pas pourquoi. J'ai toujours aimé Nexus parce que je trouvais ça tellement. La façon qu'ils ont fait le début, je trouvais ça tellement hot.
puis qu'il y avait beaucoup de promesses jusqu'à temps que certaines personnes scrapent ça un peu sans le vouloir, mettons. Là. Mais on va en parler dans le podcast. Mais non, j'ai toujours aimé Nexus, puis je trouve ça vraiment hot comme faction. Je trouve ça nice en crise. Mais tu mets Nexus dans ton top avant NWO. C'est personnel à moi. Là. Je sais pas que c'est pas vrai, là. Pour moi, oui, personnellement, oui. C'est Nexus ma faction préférée. Arrête de niaiser, là. Que j'ai le droit, si. C'est quoi le problème? C'est pas une question toi. C'est pas une question d'avoir le droit, là. C'est une question de... Non, là, je te parle personnellement à moi. Je te parle pas objectivement, là. J'aime Tatanka puis IRS, mais je suis capable de dire que Daniel Bryan est meilleur que les autres. Je te parle pas... Là, je parle personal preference à moi. Là. Je te parle pas de objectivement. Parce que objectivement, je vais mettre du monde comme Hogan, même si je l'aime pas. Là. C'est pas objectivement, je te dis, personnellement, dans mes préférés, ma faction préférée, c'est Nexus. Je comprends ton point, OK? Mais même feeling Nexus avant DX puis NWO. Ouais, puis NWO, arrête. S'ils ont eu 15 000 membres qui voulaient rien dire, on s'en crée ça maintenant. Là. La première année, mettons. Là. Ah ouais, mais c'est pas... Là, je te dis, si tu me dis objectivement, Nexus est même pas dans mon top 10, mais personnellement, à moi... Non, mais je comprends ce que tu me dis, je suis d'accord. Là. Je comprends la différence entre les deux, mais je peux pas croire que dans ton cœur, dans ta tête, que Nexus passe avant ces deux factions-là. Believe it or not, c'est ça qui est ça. Puis je changerai pas mon histoire parce que c'est ça. Mais non, mais je veux pas que tu changes ton histoire, mais non, mais je suis abasourdi par ça. On apprend tous les jours qu'ils disent, hein? Ouais, OK. Fait que Nexus au podcast le mois prochain. Évidemment, NXT TakeOver c'est Brooklyn, ça? C'est Toronto, parce que on l'a fait de Brooklyn. NXT TakeOver Toronto. Mais il y en a plus qu'un, le Brooklyn, mais... ouais, non, je sais. Mais oui, évidemment, avec Adam Cole contre Johnny Gargano. Il y avait aussi Shayna Baszler contre... ça, c'est qui? C'est Mia Yim. Mia Yim, c'est ça. Et un match qui a peut-être mal vieilli un peu. Roderick Strong avec un que j'aimais beaucoup dans le temps, Velvet Dream, et là, j'oublie son nom, mais... Roderick Strong. Pete Dunne. Non, mais j'ai dit lui. Ah, tu l'as dit, Roderick Strong, Pete Dunne, oui, en effet, oui. Le Bruiserweight. Et fun fact, dans le temps qu'on faisait de la lutte entre 2006 et 2008, Roderick Strong était un de mes gars que je me suis beaucoup inspiré pour faire mes moves avec les genoux. Le backbreaker, slashbreaker, c'est pas mal ça. Backbreaker, slashbreaker, ouais, je faisais beaucoup de moves avec mes genoux, puis c'était à cause de Roderick Strong. C'est à cause de lui que tu es sous les jeux finaux à cette heure. Ben, ça, c'est aussi de ma faute parce que je suis pas en forme. Là. OK, parfait. Peut-être pas, là. Lui est en forme, il n'a pas les genoux finis, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Ouais. En tout cas. Et il y a 4 semaines dans le mois de juillet, puis la 4e semaine, on va voir ça au podcast. Le Great American Bash 1995, un vieux Great American Bash WCW. Évidemment, il va y avoir aussi, si vous suivez un peu la lutte moderne, en juillet, il va y avoir un NXT Great American Bash. Donc, petit clin d'œil au passé et au présent. Donc, c'est ça, les 4 podcasts pour le mois de juillet, le mois du déménagement. Oui, le mois du déménagement. On ne déménage pas, on reste 7 pour le podcast. Exactement. Puis, tant qu'à être là, allez voir le dernier podcast qu'on a fait la semaine passée. Exact, évidemment. Evolution, le premier pay-per-view de la WWE All Woman qui était là. L'entrevue aussi avec PCO, avec TJ. One-on-one en date pour la Maple Leaf Wrestling Résurrection le 5 juillet au Colisée de Laval. Évidemment, on a une paire de billets à faire tirer. Si vous écoutez ça avant le 5 juillet, évidemment, c'est la paire de billets à faire tirer sur les réseaux sociaux qu'on va vous remettre en main propre au Colisée de Laval. Et pour en main semi-propre, là, mettons. Là. Bon, ben moi, je vais essayer de m'emmener du purel avant de vous la remettre, évidemment. Jurgens. Puis, pour ceux qui nous suivent et qui le savent, ben, on est en pause de live les mardis pendant l'été, jusqu'au mois de septembre. Mais on ne vous laissera pas en plan. On a des entrevues qui arrivent cette semaine. Là. Vous écoutez ça, mettons, dimanche. Là. Ouais. Il y a évidemment, vous connaissez tous le BTE de l'Elite avec les Young Bucks. On en a fait quelques-uns dans nos voyages. Il y a celui du Centre Slush Poppy qui va sortir cette semaine avec nos entrevues aussi du Centre Slush Poppy. Vous allez voir sur les réseaux sociaux Poppy.
Et la semaine Finalement, d'après, ça entre moi et toi, là, mais on va le savoir, là. Ça a-tu marché, l'autre entrevue, finalement? C'est pas pire? va falloir que je travaille fort. OK, mais c'est possible, là. C'est possible, mais elle est OK. sous-titrée. Ça, c'est sûr. Elle est sous-titrée. Ah, au minimum, c'est bon. Mais le sous-titrage, c'est jamais bon sur YouTube. Alors, on va checker ça. Non, mais moi, je l'ai sous-titré moi-même. Ah, toi-même? OK. Genre du début à la fin. Là. OK. Quasiment chaque mot. En tout cas, je Bref, pas d'application. Ah, OK, d'accord. Lingo? Comment ça s'appelle l'affaire que tu apprends des langues, c'est ça? Duolingo, hein, c'est pas un bout, je peux aller. Là. Ah, c'est pas ça. OK. J'attends que quand on va voir Jim Cornette à l'entrevue, je vais retourner faire mon Duolingo. Ouais. OK, parfait. C'est ça. Fait que, évidemment, on a plein d'entrevues qui s'en viennent, puis il y en a de cédulés, il y en a qui rentrent même quand on est en vacances. Fait que... Ouais, ne laisse pas tranquille même quand on est en vacances. On aurait dû marquer un message Gone till September. Ouais. Que voulez-vous? On est C'est fans. Oui, je suis fan. Fait que voilà. Merci Marco pour la biographie de Jim Cornette. Elle est rendue où? Dans le rétroviseur, en arrière, on ne la voit plus. Puis, je sais que d'habitude, j'ai mon mot spécial pour le podcast, pour terminer le podcast, mais je vais faire une exception cette semaine. Non, mais pas le vidéo. Non, j'ai pas de vidéo. OK, parfait. Non. Je vais dire, mais ça va être là pour le podcast. Et n'oubliez pas les prochains rendez-vous. Le mois de juillet, il va être pacté, il va être bien le fun avec bien des reviews et des biographies à faire. Fait que manquez pas ça. Mais d'ici là, c'est important, n'oubliez pas. Motherfucker!